Salut tout le monde, bienvenue dans Lumia Talk Show, le podcast du média Lumia. Moi, c'est Carolina et je suis très contente d'être là aujourd'hui. On est au pop-up du label qui a la gentillesse de nous laisser lieu pour tourner ce podcast. On sera là pour discuter de pas mal de sujets ensemble au fil des émissions, du monde de la musique en général. Le podcast est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, donc n'hésitez pas. Avant de commencer, sachez que pour ne pas louper les prochaines émissions et tous les contenus, vous pouvez nous suivre sur YouTube, TikTok et Instagram, donc n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Pour cette première émission, je suis accompagnée d'Evan, le titulaire. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, bien sûr. Moi, je suis sur le projet Lumia depuis la création. Je m'appelle Evan. Et on a l'habitude de me voir sur les soirées. Je suis le speaker des soirées. Voilà. Chez Lumia, on n'est pas expert de tout, mais on va avoir de temps en temps des experts, des connaisseurs et des spécialistes. Et pour cette première émission, on a ramené une équipe de choc à ma gauche avec Arnaud de la page Collègue sur Instagram. Merci pour l'invite. Du coup, moi, c'est Collègue. Je crée du contenu sur Insta où je parle de musique électronique et beaucoup de sociologie avec de la politique. À côté de ça, je suis aussi DJ et fondateur d'un collectif sur Montpellier. Et aujourd'hui, je viens parler politique et musique avec vous. Eh ben, merci d'être là. Et comme deuxième invité, on a Unshow, DJ et producteur parisien. Tout pareil, trop content d'être là. Du coup, Unshow, producteur parisien, producteur de musique électronique principalement inspiré très UK, donc UK Garage, Break, Bass, et habitué de Lumia. Donc voilà, trop content d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. On va donc commencer l'émission sur notre premier thème, les liens entre le rap et la musique électronique. Et pour ce thème, on avait donc pensé à toi, Unshow, parce que dans tes sons, c'est vrai que tu fais vachement le lien entre le rap et la musique électronique, plus particulièrement garage. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Ouais, carrément. Moi, de base, je viens du rap, en fait. Enfin, je viens du hip-hop, parce que j'ai commencé à prod dedans en faisant des instrus, etc. Puis même, j'en mixais avant de vraiment me mettre dans la UKG. Donc pour moi, c'était justement logique de partir là-dessus parce que j'avais toujours été un grand fan de musique électronique en globalité. Juste, j'en mixais pas, j'en produisais pas parce que ça me paraissait être une montagne. Et le rap, je suis fan aussi de ouf et j'ai fait ma culture aussi là-dessus. Et donc, je suis tombé amoureux de tout ce qui relate à la UK Garage, mais à ce que font globalement les Anglais. Ce mélange de styles, voilà, pour moi, c'était le mix parfait entre hip-hop et musique électronique. Et j'avais envie de faire toujours un peu des deux et d'en abandonner aucun des deux. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à mixer les deux, à faire des remixes et à proposer des versions alternatives de sons. Et donc, en vrai, ça part de là et je suis trop content d'en faire partie aujourd'hui, de ce mix un peu entre les deux. Ouais, donc c'est ça. Ça part vraiment juste de deux différentes passions, au final, que tu as voulu lier. Ouais, c'est ça. C'était un blocage avant, puisque du coup, je savais pas comment mixer les deux. Et quand j'ai découvert tout ce qui était two-step, breaks, etc., et la culture anglaise dans sa profondeur, ça m'a ouvert un champ où j'étais en mode, en fait, il n'y a pas à mélanger, enfin, il n'y a pas à séparer les deux, tu peux grave les mélanger et ça marche bien ensemble. Et en France, en plus, c'est pas hyper commun, donc c'est trop bien d'explorer cette voie, quoi. Ouais. Donc voilà, parce que ça part de là de base. Parce que toi, tu prods depuis combien de temps ? Moi, que je prod, ça doit faire 5-6 ans, en vrai. D'abord rap, Du coup. Enfin, j'ai essayé de base à faire des rythmes plus 4/4, house et tout. Ouais, bien sûr. Mais avec le bagage technique que j'avais à ce moment-là, c'était plus compliqué et j'étais pas satisfait. Et en plus, à ce moment-là, c'était vraiment un peu l'âge d'or de la trap, etc. Donc, t'avais sur YouTube tous les Nick Mira, les Metro Boomin, etc., qui étaient hyper intéressants et puis qui proposaient surtout du contenu pour apprendre, tout simplement. Du coup, j'ai commencé là-dedans. J'avais beaucoup de potes qui étaient dans le rap. Et moi, j'étais à fond dedans aussi. Et du coup, c'était une voie plus facile pour rentrer dans la prod et dans le mix aussi, parce que toutes mes connaissances, ça, c'était majoritairement dans le rap. Et après, du coup, j'ai dérivé avec le niveau technique et tout, et ma culture personnelle sur des sons plus électroniques. Maintenant, je fais quasiment que ça. Je fais plus trop de rap. Mais ça me plaît toujours. Tu remixes des sons rap. Je remixe des sons rap. Et je fais toujours des prods un peu pour des potes ou pour de la synchro aussi et pour du placement. Okay. Mais sous Unshow, non, plus du tout, quoi. Mais le rap est toujours là. Quand tu as commencé à produire, tu samplais beaucoup ou t'inventais tout de A à Z ? J'ai eu des phases. En vrai, j'ai eu des phases. Je suis plus partisan du sample puisque je suis pas musicien et je suis pas... je joue pas d'instrument, donc forcément, pour les mélodies, c'est un peu compliqué. Mais je suis grave partisan de quand même plaquer mes accords et tout. Et dans les instrus que je pouvais faire, je le faisais pas mal. Plus que là, en vrai, à l'heure actuelle. Mais j'ai toujours été très sample pour les drums, genre aller tweaker des samples, aller les trouver, les reverse, les pitchs, etc. C'est là où je m'amuse plus que plaquer des accords et
et jouer des trucs moi-même, puisque je suis très limité. En tout cas, pour l'instant. Après, j'aimerais bien le développer, mais pour l'instant, je m'amuse plus à sampler, quoi. Et est-ce que tu penses qu'on a déjà tout fait, tout créé dans la musique et qu'on peut plus faire de nouvelles mélodies? Non, je suis pas d'accord. Je pense que, vu comment tout se mélange, surtout depuis quelques temps, encore plus, et il y a plein d'exemples qui me viennent en tête qui arrivent à toujours être créatifs, et heureusement, et qui arrivent à pas tourner en rond. Tu prends, c'est la référence en ce moment, mais tu prends un Fred Again, comment justement il joue, il utilise ses samples et il le mélange avec toutes ses connaissances et son niveau technique monstrueux sur de la composition et tout. Tu vois qu'en fait c'est illimité et que tu peux, en mélangeant diverses influences et diverses influences, je parle même pas que de style, mais même de principes mélodiques et tout. Tu peux toujours trouver des trucs originaux qui te correspondent, et je pense que c'est la meilleure façon de faire des trucs originaux, c'est d'avoir quelque chose qui te ressemble en fait. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite en vrai. Ouais, c'est cool. Cool. Pour lancer de la meilleure des manières cette émission, je t'ai préparé un petit vrai-faux. Ok, let's go. Une vingtaine de questions. Je vais te les enchaîner et tu me réponds le plus naturellement possible. Okay, soit vrai, soit faux. Si jamais il y a des sujets que tu veux approfondir, n'hésite pas. Tu me dis, cette question, on peut revenir dessus un peu plus tard dans l'émission. Ok, ça marche. C'est tout bon pour toi? Ouais, c'est tout bon. Nickel. Le futur du rap français penche plus vers le club que le quartier? Je pense, je dirais ni vrai ni faux, parce que je pense qu'il y a toute une nouvelle génération qui explore grave les sonorités électroniques et club, et ça marche très bien. Et je pense ça revient, et on va revenir un peu aux racines du rap. Et je serais d'ailleurs pas choqué que ça revienne à des sons plus old school, etc. Genre boom bap. Ouais, genre boom bap et compagnie. Et ça, du coup, c'est la base, donc c'est plus Tiekar, du coup. Donc je pense que c'est un peu des deux. Je pense que les deux vont exister. Ouais. La UK Garage, c'est le lien idéal entre rap et électro? Vrai. Je pense que c'est le style qui est le... Il y a la techno aussi, parce qu'on le voit en ce moment beaucoup, mais je pense que la UKG, c'est un des best. Les publics rap et électro ont encore du mal à se comprendre? Donc je dirais un petit vrai, parce qu'en vrai, ça a beaucoup évolué et ça tend à ce que ça se mélange. Ça se mélange déjà, mais ça se mélange encore plus. Donc un tout petit vrai. Mais j'y crois pas trop. En club, les gens sont plus ouverts à entendre du rap qu'avant? À entendre du rap en club? Ouais. En vrai, le rap, c'était grave à la mode avant. Je dirais faux, en vrai. Je pense qu'ils ont toujours été... Ça dépend de quel club. Quand on voit ouais, que ça. les premiers sons club à passer, rap, parce qu'on sait que I Am, ça passait un peu, Je danse le Mia, etc. Mais pour moi, le premier gros son club, c'est autour de 2006-2007, Bulbi, Booba. Ah oui, carrément. Tu vois? Ouais, donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas nouveau qu'on trouve le rap en club, mais on le retrouve peut-être encore... Après, ça dépend. En vrai, ça dépend trop des clubs. Donc je sais pas trop, je dirais entre les deux pareil. Les festivals électro devraient-ils inviter plus de rappeurs et inversement? Vrai. Ouais, je pense que c'est toujours intéressant de proposer des délires différents, que ce soit des festivals électro qui invitent des rappeurs et des festivals rap qui invitent des DJ électro. Et en vrai, on le voit de plus en plus, aux Ardentes ou dans des gros festivals électro où tu peux retrouver des gros rappeurs. Donc, moi, je trouve ça cool. Donc, vrai. Aujourd'hui, une bonne prod rap, c'est presque toujours électronique? De toute façon, il y a beaucoup d'électronique dans le rap actuel. C'est pas dans le boom bap, justement, et les sons plus samplés, donc je dirais faux. Parce qu'il y a des prods incroyables à l'ancienne qui sont pas du tout électroniques et qui ont une âme de ouf. Donc je dirais faux. Sans le succès de la drill, le garage aurait plus de mal à s'imposer en France aujourd'hui? Je dirais vrai. Parce qu'en vrai, je pense que ça a hyper ouvert surtout les yeux des gens en France sur la musique anglaise en elle-même. Donc je pense que ça a ouvert des ponts. Donc je dirais vrai. Le rap français doit-il une part de son évolution à la musique électronique? À l'heure actuelle, vrai. Parce que je pense que c'est la piste à exploiter pour renouveler un peu le rap. Okay. Donc je pense que oui. Les puristes ont été le plus grand frein à l'évolution du rap? Frein, je sais, c'est un grand mot, puisqu'ils tiennent aussi la culture. Donc frein, c'est un grand terme. Mais par contre, la fermeture d'esprit que certains peuvent apporter, je pense que ça bloque un peu le rap. Donc je dirais vrai. En vrai. Trop souvent, les rappeurs français brident leurs beatmakers. Vrai. Je pense qu'il y en a plein qui font pas assez confiance à la vision, surtout de leur beatmaker, et c'est dommage. DJ Electro, il bosse plus ses transitions qu'un rappeur ses couplets? En vrai, je dirais faux, parce que je pense qu'il y a plein de DJ électro ou pas, d'ailleurs, qui bossent pas forcément leur transition et qui le font grave... qui sont... aujourd'hui, je trouve que le niveau technique global est pas forcément incroyable. Donc je pense que les rappeurs savent plus leur couplet, ouais. Donc je dirais faux. Okay. Je sais plus c'est quoi la question, mais ouais, non, c'était ça. Ouais. Les DJ sets sont les nouveaux concerts de rap.
je dirais les nouveaux, si on parle aujourd'hui, je dirais faux parce que je vois de plus en plus de bands qui accompagnent les rappeurs en France. Donc je dirais que ça tend plus vers avoir un crew et genre avoir. On prend Tiakola, il a un batteur, il a un guitariste, Luigi aussi, je crois. Après, ça dépend évidemment du style que tu fais. Mais où avant, il y avait juste le DJ. Historiquement, le DJ et le rappeur et le MC, quoi. Donc je dirais, si on parle en termes d'évolution, je dirais faux, du coup. Le rap français est enfermé dans un storytelling. Je dirais vrai, en vrai, parce que globalement, ce que j'entends, c'est souvent le même storytelling et l'ego trip qui font partie du rap, évidemment. Et on perd des fois un peu l'identité même du rap et les messages qui peuvent passer. Donc je pense que certains, ça les bloque pour exploiter d'autres thèmes. Le rap, c'est encore la seule musique qui parle à tous les milieux sociaux. Vrai. Je pense que justement, en fait, vu que ça s'est lissé, je pense que ça parle énormément à beaucoup plus de gens qu'avant. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça, c'est pas à moi d'en juger, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, le rap parle en vrai à tout le monde. Donc vrai. Les festivals électro reprennent l'énergie du rap, mais pas son message. Vrai, puisqu'en vrai, le rap de base, c'est quand même ça dénonce énormément de choses et c'est très impliqué dans certaines causes sociales, politiques et plein d'autres choses. Là où des festivals engagés, il n'y en a pas beaucoup en soi. Il y a peut-être genre vraiment engagé politiquement, je veux dire. Qui me viennent en tête en France, en tout cas, tu as peut-être la fête de l'humain, évidemment, qui est fidèle à ses racines. Et après, il y a d'autres engagements écologiques, etc. Mais politiques, c'est quand même assez rare. Donc je pense que ça reprend l'énergie des concerts de rap. Est-ce qu'ils reprennent l'engagement ou non? Je pense pas. Pour finir une show, et si la vraie innovation venait d'un DJ ou d'un producteur et pas d'un rappeur? Je pense que ça vient des deux. Parce que souvent, les révolutions dans le rap, venaient de duos rappeur-beatmaker. Donc, un rappeur qui faisait confiance à son beatmaker et un beatmaker qui savait exploiter la richesse de son rappeur, entre guillemets. Donc, je pense que ça vient des deux. Donc, je dirais faux. Je dirais que ça vient pas forcément d'un producteur, ça viendra d'un duo. D'un duo, trio, plus. D'un crew. Bah écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Il y en a sur lesquelles tu aimerais revenir. Il y en a plein où j'ai grave parlé. Je pense que ouais, on peut développer de ouf. Et c'est cool. Tu parlais de duos, en général de beatmakers et de rappeurs qui ont créé, qui ont permis une nouvelle branche. Tu penses à qui là notamment? En sortant de la musique électronique, il y a énormément de duos qui me viennent en tête. Forcément, que ça soit en France, on va rester sur la France, mais aux States, t'avais Metro avec 21, t'avais Metro avec... lui, il a fait tout le monde, donc Young Thug et compagnie. T'as Travis, Mike Dean, t'as Pierre Bourne, Playboi Carti. Nous, en France, on a eu quoi? On a eu des Val Sizi, on a eu des Caris Therapy, on a eu... et ça, il proposait un nouveau son qui était vraiment... qui a révolutionné un peu tout, tu vois. Et c'était pas, du coup, le rappeur ou le beatmaker qui proposait ça. Bon, il y en a plein qui me sortent de la tête, mais Bien sûr. C'est quand même assez fréquent, je trouve. Et quand, en parlant de Caris et Thérapie, par exemple, quand eux, ils se mettent à la trappe, donc 2012-2013, est-ce qu'ils ne s'inspirent pas déjà un peu de ce qui se fait, de l'autre côté de l'Atlantique? Carrément, tous les jours. Je pense que tous les jours, tu peux demander leurs inspi. C'est sûr qu'ils te sortent les gros noms de la trappe de l'époque et c'est un secret pour personne que le rap français s'inspire du rap US et à juste titre puisque c'est les créateurs de ça. Donc, carrément, genre tous les jours. Et toujours maintenant, tu penses que maintenant on s'inspire toujours de ce qui se fait aux États-Unis? Ou on arrive maintenant quand même à se détacher, à créer nos propres sonorités? Je vais pas te mentir, aujourd'hui je suis moins au jus des nouvelles tendances et tout que j'ai pu l'être à cette époque-là justement. Mais j'ai l'impression que tu as un peu des deux. C'est beaucoup moins centralisé autour des US. Tu vois, il y en a plein, par exemple, qui vont s'inspirer de la drill en Angleterre, qui vont faire du son vraiment de la drill. Et ça, il n'y a aucune inspiration ou peu de la drill US. Il y en a plein aussi qui mélangent grave techno et rap. Et ça je crois pas l'avoir entendu aux États-Unis. Je pense que ça vient vraiment pas de là-bas. Donc je pense que c'est beaucoup plus ouvert qu'avant, ouais. Après, évidemment, c'est toujours ultra centré autour des States, c'est inspiré de là-bas. Mais j'ai vu que globalement, le hip-hop, je sais plus quel média a repartagé ça,
mais que c'était la première fois depuis 1990 que le hip-hop n'avait pas de morceaux dans le top 40 Du Billboard, du Billboard. ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc je pense qu'il y a une vraie perte de vitesse sur le rap, et donc ça m'étonne pas, et notamment le rap US. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors que chez nous, ça reste le. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils vont tirer leurs inspirations ailleurs, parce que aux States, c'est pas forcément très inspirant, ou c'est des scènes bien particulières, et si t'as pas envie de faire ça, du coup, c'est plus compliqué d'aller trouver ailleurs, quoi. Je pense que moins qu'avant. Toi, collègue, tu es aussi DJ. Tu mixes de la UK, de la drum and bass. Ouais. Tout à l'heure, j'avais une question pour une chose sur la drill. Est-ce que tu penses, toi aussi, que la drill a permis... Est-ce que pour toi, la drill est la porte d'entrée de la UK Garage en France ? Alors, la porte d'entrée, oui, ça l'a été pour certains. Je pense qu'on a surtout eu une grosse vague de mélange avec Skepta, en grande partie, qui a fait la promotion de la house. Et Skepta, qui avait déjà des gros feats avec A$AP Rocky et tout. Et il avait déjà une image. Il a transposé cette image avec un genre qui était un peu bobo, qui était la house, en mode on danse un peu en journée, juste on se balade. Et il a transposé ça, et là, ça a commencé à parler à certaines personnes. Ces personnes ont commencé à aimer le rap anglais avec la drill. Et là, il y a eu un mix de tout, en fait, au même moment où il y a eu beaucoup de remix drill. La Jersey aussi, en soi, parce qu'il y a eu ce rap anglais Jersey qui est venu aussi en France. Et moi, je pense que ça a été une bonne porte d'entrée, mais c'est surtout la house de Skepta. Moi, en tout cas, par là où je suis rentré, c'est la house de Skepta. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont passés par là parce que Skepta est le rayonnement de l'Angleterre en soi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Comment vous expliquez cette... En fait, on sait que la house... Tu m'as parlé de la house. On sait que la house et le rap prennent un peu leurs racines donc aux États-Unis, milieu des années 80, du même endroit. Ils ont les mêmes inspirations, donc Chicago notamment. Comment est-ce qu'on explique qu'au début, on a les mêmes racines et puis finalement, on finit par se séparer, quoi. Je sais pas. Je vous lance sur quelque chose. Alors, oui, certes, les mêmes racines. Après, est-ce que c'était les mêmes milieux ? Je suis pas sûr. Le rap, il y avait quand même un truc Très ghetto. très quartier. Et la house, il y avait quand même une revendication queer à l'époque, qui était super importante, notamment à Chicago, avec les Harvey Milk et tout, qui arrivaient en politique à ce moment-là. Et du coup, oui, certes, on a les mêmes inspirations de vouloir faire autre chose. Je pense que c'est ça la base principale. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de découvrir autre chose. Donc les deux ont voulu faire autre chose. Et après, ils sont partis de leur côté, tu vois. Donc le point principal, c'est on a envie de changer, on a envie d'exprimer quelque chose d'autre que le rock américain, le blues, la country qu'on voit, qui sont passés par des personnes blanches qu'on voit tout le temps à la télé, tu vois. Et tiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et pour certains, ça va être exprimer les douleurs qu'on a à travers la précarité de la rue. Et pour d'autres, expliquer qu'on se fait frapper dessus parce qu'on est gay, quoi. Ouais, je pense que c'est le lien vraiment de ces musiques à la base. Vouloir revendiquer. Ouais, c'est exactement. En vrai, c'est exactement ça. Et un besoin d'émancipation aussi. Ouais, c'est ça, je pense. C'est de faire la fête ensemble parce que t'es là, tu fais la fête où il n'y a pas d'endroit légitime pour toi à ce moment-là de faire la fête. Si tu veux écouter tel type de musique, tu vas aller avec des gens qui te détestent. Donc autant créer ton endroit, tu crées ta musique, et là, t'as un endroit qui t'appartient. Ouais, surtout ce truc-là de créer ta musique, de proposer quelque chose qui est totalement différent de ce que tu peux entendre et de tout ce qu'on te propose. Et en vrai, après, ça a emmené sur tellement aussi de nouveaux genres, de subgenres, etc. Et je pense que, de base, ça part de ça. C'est ça qui relie, je pense, le plus la musique, on va dire la house, mais la musique électronique à la base, et le hip-hop et le rap. C'est ce besoin d'émancipation, de créer un entre-soi qui te plaît, avec les mêmes valeurs, les mêmes revendications, ne plus être dépendant de ce qu'on te propose. Je pense qu'il y a ça aussi. Mais d'ailleurs, justement, sur la question des publics rap et électro, tout à l'heure, tu as dit que pour toi, c'était encore des publics qui avaient du mal à se comprendre. Mais avec, par exemple, la réédition de l'album de Vald, avec Today Four notamment, qui a travaillé dessus, et Vladimir Cauchemar, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est plutôt, parce que je vous pose la question à tous les deux, qu'on est plutôt dans cette démarche de, peut-être pas une symbiose entre les deux publics, parce que, encore une fois, il y a tellement de sous-genres dans les deux styles que c'est un peu compliqué de parler au sens large, mais que petit à petit, il n'y a pas une sorte d'union qui va se créer entre ces deux publics, et surtout avec la création de plein de nouveaux styles musicaux. Ouais, si, carrément. C'est pour ça que j'ai dit que jusque-là, de ce que j'ai vu récemment, il y a encore, il y a encore ce fossé qui existe entre les deux publics, parce que tu vois encore des... je vais prendre un exemple, mais genre l'U-Arena de Booba, ouais. Lui, il développe un label de musique électronique, justement,
on en pense qu'on veut, mais c'est quand même intéressant et il a toujours été précurseur, donc je pense que c'est une bonne chose. Et du coup, il a joué un 20 minutes de set de son label électro pendant son concert. Et la moitié des commentaires, notamment Twitter, c'était il nous a fait chier avec sa techno. On n'est pas Il y a Ibiza. aucune. Ouais, enfin, c'est pas de la techno, enfin, tu vois, voilà. Donc je pense que ce fossé, il existe toujours dans certains publics. Mais évidemment, tout ce qui se passe avec Vald, et d'ailleurs, on le voit, il était dans un petit creux. Dès qu'il s'est mis à travailler avec des producteurs plus électro et à assumer ce côté qu'il a toujours eu, hein, ce côté très alternatif et même vénère sur scène, bah, en fait, ça cartonne. Et je pense que du coup, ça convertit pas mal de gens aussi au fait de se dire bah non, mais en fait, c'est pas de la techno, c'est genre, c'est trop stylé, ça va trop bien ensemble. Et après, est-ce que moi, je vais m'intéresser derrière à savoir, mais est-ce que c'est quoi comme style exactement? Parce que moi, j'ai grave envie d'écouter plus ce genre de trucs. Et je pense que dans les prochaines années, ce fossé, il va se combler. Et, en tout cas, j'espère, tu vois. Je pense qu'on n'a que à gagner à combler ce fossé. Et à travailler ensemble. À travailler ensemble, ouais, carrément. Mais surtout que tu as des sous-genres, notamment dans la techno, comme la frappe-core. Ouais. La frappe-core, du coup, c'est donc le mélange de la techno et du rap, enfin, du coup, de la musique hardcore plutôt, et du rap. Et donc, on a des artistes comme Von Bicrave, Evil Grimace, tout Casual Gabbers, finalement, qui ont littéralement créé ce style. Et c'est en fait littéralement parti de on aime bien le rap, on aime bien les sonorités un peu vénères et tout, des gros kicks bien sales. Qu'est-ce qu'on fait? On mélange les deux. Et c'est vraiment juste parti de ça et d'une idée de... comme ce que tu fais, en fait, finalement, juste, on kiffe les deux, on n'a pas envie de les dissocier, on crée juste un nouveau truc qui n'existe pas. Même des Orumi qui font justement des remixes de sons qui sont justement pas du tout dans ce délire-là de base, et ça marche, et du coup, ça permet aussi de... Le but des remixes, c'est aussi de créer un point d'ancrage pour des gens qui n'ont pas forcément la référence, ou qui connaissent pas forcément cette musique-là. De retrouver une voix, quelque chose de familier qu'ils connaissent, ça aide à faire les ponts, justement, entre les deux, à combler ce fossé. Et c'est tout bête, mais genre, c'est juste... demain, tu fais une prod, tu sors une ACAP, tu la mets dessus, ça fit bien. Ça se trouve, tu vas toucher 90% de la salle, là où si tu le joues sans la voix, ça va toucher 50% de la salle. Ouais. Alors que ça tient juste à faire ça, hein, et à faire un mash-up. Il n'y a aucun son de frappe-core que j'écoute sans la voix, tu vois, par exemple. Ouais, voilà, ça par me exemple. paraît début complet. C'est encore une fois, ça permet peut-être d'attirer de nouveaux publics. Typiquement, To Die For, il a fait un remix d'un son de Caris là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je me dis, en vrai, c'est hyper drôle parce que... Enfin, drôle. Ça peut attirer, encore une fois, un nouveau public qui était peut-être très rap, qui va entendre ça et se dire « Ah putain, ça peut être marrant d'écouter ça en soirée ». Et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ça va justement les ouvrir vers un nouveau style vers lequel ils ne se seraient jamais penché au départ. Et puis justement, tu as des artistes, enfin des rappeurs du coup à la base, qui au fil des années commencent à poser sur des prods beaucoup plus électro. Et du coup, tu te retrouves vraiment avec une sorte de, pas nouvelle version du rap non plus, tu vois, mais c'est vraiment des sonorités qu'on n'avait pas avant. Et ça crée tellement une nouvelle dimension. Mais moi, je trouve ça cool, justement, parce que si tu restes dans le rap un peu classique qu'on a entendu ces dernières années, plus commercial même, c'est toujours les mêmes prods. Ouais. Et à un moment donné, moi, en tant que fan de rap, j'étais en mode, vas-y, ça tourne en rond, faut trouver des nouvelles choses, quoi. Et je suis grave content que, du coup, il y ait des jeunes ou pas, mais qui proposent des choses très différentes comme ça, très mixées, et en fait, du coup, ça parle un peu à tout le monde. Mais pour rebondir sur ce que tu disais sur Caris, tu sais qu'il va sortir il le sort il sort un remix officiel, je sais pas si c'est celui-là exactement. Ah ouais. Mais il sort un remix officiel là en techno et tout. La preuve qu'ils comprennent que c'est un axe à exploiter en fait. Ouais. Parce que sinon, ils investiraient pas de l'argent dedans, les labels, etc. Donc l'industrie a aussi envie de ça, je pense. Est-ce que maintenant c'est le bon moment pour sortir ce genre de choses? Est-ce qu'il y a 5 ans, 10 ans en arrière, mais est-ce qu'il y a 5 ans en arrière, les puristes, on parlait tout à l'heure des puristes, est-ce qu'ils bloquaient pas un peu toute cette nouvelle innovation? Ah aussi, carrément. Mais après, ils bloquent, c'est justement, ça tient peut-être une nouvelle génération aussi qui s'en fout justement de la vie qui s'en fout de la vie des autres. Je pense qu'avant, c'était plus important d'avoir de la validation de puristes ou d'experts ou d'anciens. Là où aujourd'hui, t'as des jeunes qui s'en foutent, quoi. Genre, du coup, ils sont en mode, moi, je fais ça, je trouve ça stylé, les gens, ils aiment bien. J'en ai rien à foutre de savoir si toi, t'aimes bien ou si t'aimes pas. Après, ça, c'est une mentalité, ça a aussi ses défauts, mais je trouve ça bien. En tout cas, ça fait évoluer la chose plutôt que d'attendre une validation. Et donc là, en sortant un son demain, rap électro, tu penses que je gagne du public ou je perds quand même de ma fanbase à moi? En tant que rappeur? En tant que rappeur.
Ça dépend de la Ouais, fanbase. difficile à dire ta base, quoi. Parce qu'on a quand même aujourd'hui la chance d'avoir des rappeurs qui nous ont apporté des choses et ça paye. Hein. Là, on a Pretty Doll Corps qui a été dans le top 10. Ouais. Tu vois, où il y a quand même des instrus, où il y a beaucoup d'électronique à l'intérieur. C'est glitché, etc. On a eu Irko qui faisait limite de l'hybride club Ouais. expérimental. Puis c'est très quali. Genre, Ouais, c'est vraiment très très quali. Et on remercie les producteurs aujourd'hui, tu vois. On met enfin la lumière sur les producteurs. Donc, je pense que si les producteurs ont autant d'influence, ils ont un peu d'influence électronique, ça va s'amener dedans. Et de toute façon, ça va être un cycle naturel. Il y en a qui vont partir là-dedans et ça va marcher. Aujourd'hui, c'est en train de payer, donc je pense que ça va. Il y a 5 ans, non, je pense que... Ouais, c'était Il y a précurseur. 5 ans, il n'y avait personne, tu vois. Il y avait personne qui osait faire ça. Enfin, l'hyper-pop, ça a mis quand même un grand coup de pied dans la fourmilière dans le rap, Ouais, quoi. archi. Et je pense que TikTok aussi, ça a beaucoup aidé, puisqu'il y a des remixes qui ont tourné de ouf, mais qui de base étaient limite humoristiques, les remixes, tellement c'était décalé. Et je pense que les gens se sont juste habitués à avoir le mélange des deux, comme ça. Et intrinsèquement, ça a travaillé un truc de conscientiser. Ah, mais en fait, ça peut marcher. Alors qu'avant, tu proposes ça sans trop de contexte, les gens ils sont en mode c'est quoi ça c'est quoi cette merde, tu sais, limite, alors que ils écoutent pas vraiment, ils sont juste en mode oula, c'est trop bizarre, moi j'écoute pas ça, tu vois. Et je pense que ça a grave ouvert, et l'hyperpop, ça a beaucoup joué à ça Ouais, aussi. ça a ouvert. Hein. Parce que là, par exemple, il y a Von Bicraft qui a sorti un remix de La Fouine de Duferme en version frappe-corps, tu vois, ultra vénère. Tu sors ça au moment où La Fouine sort du ferme. Ouais, non, c'est mort. C'est mort complet. Ouais. Mais là, aujourd'hui, ça marche de fou. Et je pense que même La Fouine peut accepter ce genre de remix et le mettre en avant, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est accepté, ce genre de musique. Où la art techno a tellement de public aujourd'hui. C'est ultra mainstream, la art techno. Ouais. Et au contraire, vu que c'est ultra mainstream, qu'on entend toujours la même 4/4, c'est saoulé, c'est super répétitif, là, de mettre du rap à l'intérieur, bah ouais, ça marche. Ouais, Surtout des ça marche classiques aussi. en plus, quoi. Tu mets du ferme, ça marche bien. Ouais. Bah ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, tu mets des sons qui sont connus populairement par la plupart des gens, ça coûte rien, et en vrai, tu respectes toujours le son sur lequel tu l'ajoutes, en fait. Tu respectes les deux sons. Toi, quand tu fais un remix d'un son rap, t'as vocation à respecter le son, ou alors tu veux respecter le son, j'imagine, mais tu fais ce que tu veux sur le son. Si ça plaît pas à l'artiste, ça plaît pas à l'artiste, c'est pas grave. Ouais, non, moi, ça, je suis grave partisan de. C'est le but d'un remix, c'est justement de proposer un truc différent. Après, par contre, en général, par exemple, je vais grave pas toucher au flow du rappeur. Genre, je vais pas, tu sais, le cut pour que ça soit plus sur les temps, par exemple, ou quoi. Si son groove de base, il est comme ça, je vais pas du tout le toucher. Ça, je pense, c'est. En termes de respect, je vais très peu toucher à la cappella de base, ou je vais juste changer l'ordre de certains moments pour que ça m'arrange, mais je vais pas trop le cut, etc. Par contre, le reste, genre tout ce qui se passe autour, la prod, je trouve que c'est le but d'un remix, c'est justement de casser les codes et de proposer un truc surprenant, quoi. Quand tu fais un remix, t'aimes le son, ou alors tu vois qu'il est un peu trendy sur TikTok, et tu te dis, ah, ça pourrait être marrant de pitcher ce son. Principalement, j'aime le son. Genre, c'est un son que je vais écouter, je sais pas, je vais être dans la voiture avec mes potes qui écoutent grave du rap, ou avec ma copine, ou peu importe, tu vois. Et je vais écouter un son et je vais dire, putain, ça, surtout en termes de BPM, ah ça, tu vois, si vu que c'est pas loin des 140, par exemple, je sais que je peux faire un truc par-dessus. Ou, par exemple, Gazo, le Nanani Nanana que j'ai sorti, j'ai juste vu qu'il était quasiment au rythme de la drum and bass, de la liquid, mais genre en divisé par deux, je me suis dit, en fait, ça peut créer un truc grave stylé. Du coup, je vais d'abord kiffer le son, mais des fois, ça va être évidemment, genre, pour reprendre cet exemple, c'est il y avait la trend, tout le monde en parlait, et du coup, forcément que derrière, j'essaie de prendre des sons aussi qui peuvent marcher, qui peuvent parler en club. Si je remixe un son que moi je connais, qui est pas très connu, on perd cet intérêt-là de repère, mais c'est bien aussi. Mais on perd cette idée-là de repère, je pense que c'est bien de faire les deux. Quand tu parlais de remix, tu parlais de BPM, tu peux nous expliquer expliquer le BPM. En gros, en général, les styles de musique tournent quand même globalement souvent dans les mêmes BPM, notamment la UK Garage. C'est quand même souvent entre... celle qu'on joue en club, qui est assez moderne, elle est plus quand même entre les 135 et les 140, souvent 140. Et le rap, c'est la drill, etc., par exemple, c'est grave dans ces BPM-là aussi. Mais genre, tu vois, par exemple, si y a un son de rap qui va être à 120, 120, 125, ce qui est plus house en soi, ça change le groove du morceau, en fait. C'est le battement par minute. Le BPM, c'est le battement par minute, c'est la vitesse du morceau, le nombre de kicks par minute, comment tu comptes, en fait, comment on compte la vitesse d'un son, en gros, pour être un peu gros.
Et donc, en fait, si je prends un morceau de rap qui est, on va dire, à 120 BPM, donc 120 battements par minute, à la base, si je veux le foutre sur un rythme garage, je vais devoir l'accélérer de 20 BPM, du coup, si je le monte à 140, ce qui peut faire un effet stylé, ce qui peut aussi être grave dégueulasse. Et donc, pour respecter justement cette voix du rappeur de base, ou des rappeurs d'ailleurs, si c'est un feat, c'est bien d'essayer de coller quand même au BPM, je trouve, pour que ça soit intelligible et qu'on puisse quand même reconnaître la voix, etc. Mais des fois, ça m'arrive aussi de monter, genre de changer la tonalité de la voix du rappeur pour coller plus à une vibe, etc. Genre de la rendre plus grave ou plus aiguë, tu vois. Donc, je suis pas contre de la modifier non plus. Mais du coup, des fois, je fais les ponts en tant que... Après, ça, c'est la déformation DJ aussi un peu, où tu t'écoutes les sons, tu fais « Ah, ceux-là, ils vont bien matcher parce que tu sais que c'est à peu près les mêmes BPM. » Je fais la même chose dans mes remixes, quoi. Bien sûr. Toi, collègue, tu mixes pareil on disait tout à l'heure, de la UK Garage. T'as pris pareil tes inspirations du rap ou alors Alors, grosse inspiration du rap quand même. Fan de Booba. Ok. À en crever, malheureusement. C'est dur maintenant ou... Maintenant, ouais, c'est dur, tu vois. Être fan de Booba et de Saint-Etienne en même temps dans sa vie, c'est compliqué. Ah, c'est des choix qui payaient avant et qui payent un peu moins. Non, du coup, je pense que c'est naturellement ce qui m'a amené vers ça. Mais encore une fois, moi, c'était... ça a été la house qui m'a amené vers la UKG. Et en fait, c'était l'iconique de Samy Virgi sur... c'était sur quoi, déjà ? Un DJ set de Virgi... je sais pas si tu vois. Qui ont pété au moment où il a pété. Genre, je sais pas, DJ Mag. Ouais, sur le DJ Mag. Et j'écoute ça et je me prends une claque mais monstrueuse. Surtout qu'il y a le MC qui vient et tout. J'étais en mode, c'est quoi cette culture de fou ? Et là, je commence à plonger là-dedans. Je vois la culture MC, je vois la culture dub, la culture dubstep. Et je pétais un câble quand j'ai découvert la UKG. Et c'était vraiment ce truc de MC qui me plaisait en plus à l'intérieur. Donc, le rap, c'est revenu à ce moment-là. Je trouvais tout se mélange et c'est parfait, quoi. C'est vraiment le meilleur mélange sur lequel je pouvais tomber. Okay. Et c'est là où j'avais un peu abandonné à mixer, où ça commençait un peu à me saouler. Et j'ai découvert la garage, j'étais en train de non, faut que je m'y remette, c'est trop bien. Vraiment tu peux tellement tout mixer. Parce que du coup, sur ce que tu disais là, ce qui te plaisait, c'était d'avoir un MC. En fait, c'est la base du rap. Du coup, c'est stylé, en fait, ça revient juste. Et je pense que les Anglais sont hyper plus roots, peut-être que ce qu'on a dans le rap aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça que ça nous plaît, je pense. En tant que DJ. Parce qu'avant, c'était un DJ et le tout premier rappeur, c'était des MC en fait. Oui. C'était pas il posait pas des couplets, etc. C'était genre, il venait poser par-dessus les prods que le rappeur mixait. Ce que font beaucoup les Anglais en fait. Et ça te met tellement d'ambiance. J'ai eu la chance de mixer une fois avec un MC, mais on faisait un petit tour avec Don Yaya en Angleterre. Et on finit à une soirée à Colchester où on doit mixer. Un peu bordel à y arriver et tout. Et là, on arrive, mais il y avait que des subs dans la salle. Ouais, des basses, tout le monde avec les gunfingers. Et là, il y a le MC qui criait spin it back toutes les 2 secondes. Ouais, il prenait les platines, il renvoyait tout. Je te dis, non, mais truc de ouf. Du coup, pareil, matrixé par ça. Ouais, non, c'est... Ouais. Est-ce que tu as vocation à emmener ça en France ? Moi, j'adorerais ramener des MC en France. Ouais. Tu penses que l'anglais colle mieux sur des prods ou alors un MC français, ça ferait... Un MC français, je pense que ça claque aussi. Hein. Tu vois, au final, le DMC, il y en a dans la UK Garage, mais dans la culture Amapiano, il y en a à balle aussi dans les soirées Amapiano. Hein. Ouais. Donc ça marche super bien en français, je pense. Même dans le rap, dans les soirées rap aussi, il y a souvent un MC qui chauffe, mais qui chauffe les gens, qui va pas forcément poser. Ouais. Tu vois, il va plus combler les trous, hyper les gens, ce qui est très bien, très très cool aussi. Hein. Mais genre, la différence avec des Anglais, ça va être que le mec d'un coup, bam, t'envoie une grosse prod de dubstep, et le mec d'un coup, il va lâcher son meilleur couplet dessus en freestyle, et genre, c'est trop stylé, il y a un échange, il y a un truc. Toi, tu vas pull up parce que t'es en mode, ouais, gros, c'est trop chaud, vas-y, refais-moi ça et tout. Et c'est trop stylé. Et donc, c'est pas la même démarche. Je pense qu'on peut le faire, on peut grave le faire en France. Juste pour être clair, un MC, du coup, c'est un peu comme un speaker, mais qui au final du coup va un peu s'incruster dans le set. Alors c'est vraiment, il est à côté du DJ et pendant 6 heures, nous c'était 6 heures de set à Colchester. Et là, soit il met l'ambiance, soit il y a un moment, il y a un son qui lui plaît, il commence à rapper dessus, soit en vrai il fout le bordel quoi. Et ça devient, la musique c'est plus du tout impersonnel à partir de ce moment-là. Il parle avec le public, il commence, je sais pas, tu vois, genre il vise les gens, il est en train de parler, c'est un truc, il n'y a plus de distance entre les DJ et quoi. Et surtout, toi, t'existes un peu moins. C'est lui vraiment la star un peu de la soirée.
Et trop bien. C'est vraiment, on fait tous la fête ensemble, il n'y a pas Ouais, trop de règles. En fait, il crée grave le pont entre le public et le DJ, là où ça s'est un peu perdu. Parce qu'avant, les DJ, ils parlaient beaucoup au micro, ou par exemple, les DJ rap ont beaucoup plus ça. Dans la musique électronique, c'est très très rare d'avoir un DJ qui parle dans le micro, c'est vraiment très très rare. C'est un peu à l'américaine et tout, et il y en a très peu qui le font, et le MC, il va casser cette barrière-là, comme tu disais, en mode, il va créer en fait du lien entre... Même il va chauffer les gens, quand par exemple le DJ va passer un gros son, gros drop, et les gens ils vont se le prendre, mais genre, tu sais, il n'y a pas trop de... Lui, il va pull up, il va dire, attends, non, ça c'était trop chaud, vas-y, remettez-vous en place, on refait ça et tout, et du coup ça crée un truc de... Il y a une vraie communication, et ça, c'est pas juste en mode, je vous propose quelque chose, t'aimes pas, après derrière, tu vibes ou tu vibes pas, c'est à toi de voir. Lui, il va un peu, comment dire, il va... Ramener les gens... Ouais, il va créer un truc plus convivial, quoi, je pense. Mais surtout, les gens, ils s'ambiancent, tu sais, juste, ils sont pas là pour écouter du son, genre, ils partagent un truc. Quoi, Ouais. de Ouais, fou. de ouf. À la limite, ça désacralise peut-être un peu le... Peut-être pas désacralise, mais ça rend un peu moins... C'est plus sérieux, quoi. Tu sais, Ouais, il y a c'est plus ça. tout le monde qui danse de droite à gauche comme Ouais, ça. Ouais, c'est en ça. mode tu sais pas C'est trop... tout le monde Il n'y a pas gueule. de timidité. Ouais. Ouais, mais c'est un peu l'esprit garage bass music, de toute façon, Ouais. tout le monde gueule. Juste le principe des gunfingers, Ouais, tout le monde parle dans tous t'envoies les des... sens, ouais, ça me régale. c'est trop stylé. Et ça vient de la garage, ça, du coup, à la base? Les gunfingers Ouais. Bah ouais, j'imagine, je sais pas, j'ai toujours vu ça Je là-dedans. sais En vrai. pas si- En vrai, je suis... Moi, j'avais fait un TikTok sur ça, justement, je m'étais intéressé genre l'origine du geste, les gunfingers. Ouais, Parce que c'est vrai qu'on fait tout ça, mais en vrai, on sait pas parce que ça exactement doit venir de d'où ça vient. la culture diasporique de... Oui, complètement. Bah, ça vient de la diaspora jamaïcaine, des sound systems et tout. Et c'est juste qu'avant, en Jamaïque, les sound systems, en gros, ça tirait en l'air pour... tu sais, quand il y avait un sound clash, du coup, ça tirait en l'air avec les armes pour féliciter un crew en mode c'est bon, ce crew a gagné pour faire du bruit. Et ça, en fait, ça vient de là. De base, c'est un SO, c'est même pas... Parce que moi, bêtement, au début, je pensais limite que c'était par rapport au son de la bass music qui des fois font penser, tu vois, à des lasers, à des trucs, mais pas du tout. En fait, c'est une reconnaissance envers le MC ou le DJ ou le crew qui organise la soirée. Et donc ça vient de là. Voilà. Au lieu d'applaudir, tu... Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Quand t'envoies de lever... Ouais, t'envoies les les guns en l'air en mode c'est trop stylé, quoi. De toute façon, Ok. toute la culture UK bass music, c'est toute la diaspora jamaïcaine. Oui, complètement. Ça vient, tout vient de là. Ça vient de la dub, le sound system, et après UK Garage qui s'invite. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la collaboration qu'il peut y avoir dans le milieu de l'électro. Est-ce que le milieu de l'électro est plus ouvert que le milieu du rap? Ça dépend quel genre d'électro. Ouais. Parce que dans la bass music, la UK Garage, franchement, on se connaît tous. Genre, Oui, de ouf. c'est un peu hallucinant. Ouais, En vrai, ouais, au moins des réseaux, tu vois, on s'est pas tous rencontrés, c'est la première fois qu'on se rencontre au final. Mais la première fois que je suis allé dans une soirée pareille, dans la soirée Lumia, avec Woolly Gang, j'ai débarqué, je vois toutes les têtes que je connais, tu vois. Ouais, non, J'ai l'impression qu'on les est 100 cercles sur la petits. scène bass music Ouais. et qu'on se connaît tous. Ouais, non, ça c'est trop stylé. Mais tu parlais des collabs en mode entre nous ou des collabs rap musique Non, électronique? non, est-ce que les Les collabs collabs, tout court. non, les collabs entre vous sont Ouais. plus simples et plus facilités? Tu dis, vous êtes peut-être moins nombreux, donc ce qui fait que tout le monde se connaît. Est-ce que c'est plus simple que dans un milieu comme le rap? On parlait tout à l'heure, le rap qui est un peu enfermé dans un storytelling. Est-ce que, du coup, ils sont moins ouverts à la collaboration que dans le milieu de Je l'électro? pense que oui, en vrai. Je pense que c'est plus dur d'avoir un feat avec un autre rappeur de ta niche ou quoi, parce que souvent, il y a aussi pas mal de notions de management, de label, parce qu'il y a beaucoup d'argent, puis c'est propre à ce milieu-là. Alors que dans la musique électronique, notamment à notre niveau, il n'y a pas trop ça, et même tout le monde a envie de faire des collabs. Et je pense que c'est peut-être limite même plus simple de faire des collabs, parce que c'est juste en mode, viens, on se fait une cesse, on fait un son, puis on voit derrière, on peut le faire vivre dans nos sets sans même le sortir. Là où un rappeur, s'il fait un feat avec un autre rappeur et que c'est ensemble au studio, ça va essayer d'avoir un produit pas sortable, etc., ce qui est logique aussi. Bien sûr. Ils sont obligés de rentabiliser, alors que nous, on a des chemins de distribution qui sont quand même vraiment différents. Ouais. On peut rigoler une après-midi et sortir un son sur DistroKid et let's go. Ou Quoi. SoundCloud ou Ou quoi. SoundCloud, ouais. tu vois, ouais. Ou Juste le parce garder que- pour un set. Ouais, ou c'est ça. faire vivre, Tu faire fais des un unreleased où tu partages un peu en mode de plate ou quoi. Ça marche très bien. Hein. Donc, ouais, je pense que vu qu'on n'a pas les mêmes canaux de distribution, on peut faire Ça ce fait qu'on que veut. c'est plus quoi. simplifié, Ouais, ouais. ouais. Parce qu'un rappeur qui sort juste un son sur SoundCloud, dans la nouvelle gêne, encore, ça passe. Mais tu vois pas Cariste sortir un son sur SoundCloud random. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que du peu d'expérience que j'ai, rentrer en contact avec les plus gros de notre scène à nous, en tout cas, ils vont être
plus facilement intéressé dans le fait de faire une collaboration, ou en tout cas juste de se connecter, qu'un rappeur avec un plus gros de sa niche, qui va y avoir, je pense, plus ce rapport de force. Moi, en tout cas, pour avoir fait un peu des deux, je l'ai beaucoup plus ressenti dans le rap, dans le hip-hop, que dans la musique électronique, et notamment la UK Garage et la bass en général, quoi. En France en tout cas. Alors moi, j'ai halluciné de comment c'est accessible les gens dans la musique électronique. Tu Ouais, vois. non, grave. Que quand t'arrives dedans, moi, tu sais, t'essayes de décrocher tes premières dates et tout, déjà, c'est un peu la galère. Et d'un coup, en fait, tu te mets à envoyer des messages aux gens et tu vois qu'ils te répondent, et tu vois, tous, de n'importe quel niveau en soi. Et tout le monde prend le temps de répondre. Tu vois, je suis pas non plus un énorme créateur de contenu, mais là que Von Bicrave prenne une soirée avec moi pour que je l'interviewe et tout, alors que monsieur, quand même. Ouais, non, mais ouais. Ouais, non, et du coup, ça crée ce sentiment de ah bah en fait, il n'y a pas de limite, on peut grave. Ça entraîne tout le monde à donner plus et à expérimenter plus parce que tu sais que tu fais partie du truc. Tu n'as pas besoin de prouver pour faire partie du truc. Donc ça, c'est trop stylé. Et c'est plus accessible, tu as moins ce sentiment de bah faut que j'ouvre la porte et que je rentre à l'intérieur, quoi. Donc, ça, c'est vraiment plus- peut-être que les gens sont peut-être plus focus sur, entre guillemets, la qualité de ce que tu produis et pas forcément sur ton nombre d'abonnés, etc. Ouais, carrément, je pense carrément Ouais. même. Parce que maintenant, de toute façon, l'influence est devenue tellement centrale, en vrai, dans la musique électronique aussi beaucoup, en vrai, mais même dans le rap et tout. Enfin, genre, t'as peut-être plus de crédibilité si t'as une grosse commu derrière, alors que peut-être que techniquement, t'es moins fort qu'un mec Mais qui a genre carrément. 100 abonnés sur Insta que personne connaît et personne va calculer parce qu'il est pas connu. C'est sûr. Après, je pense que ça dépend. Je pense que tu prends certains rappeurs, ils apportent une importance toute particulière à vraiment aux bases, au rap, etc. Et je pense que même si t'es connu, tu vas pas fit avec eux si genre ce que tu fais, c'est bon, voilà, techniquement pas super propre. Ouais. Mais je pense que dans la musique électronique, c'est encore plus présent. Je pense que vraiment, si tu veux taper des gros, faut que quand il écoute ton son, ils soient en mode ouais, lui, c'est quelque chose. Ouais. Que si c'est mid ou genre juste bien, ils seront peut-être ouverts à la collab aussi, mais ils seront moins support et tout, je pense. Ouais. Après, logique, hein, jusque-là. Ouais, jusque-là, Ouais. ça. C'est sûr. Jusque-là, ça paraît logique. Non, mais c'est cool parce que t'as peut-être plus ce truc de fitter avec des gens plus petits, entre guillemets, que soi. Et du coup, après, tu peux les faire monter, en fait. Ouais, et c'est ça carrément. aussi qui ouvre grave des opportunités à plein d'artistes qui ont fit avec un mec archi connu et qui, du coup, maintenant remplissent des salles et tout sans souci. Ou alors se sont retrouvés sur un album ou quoi et ça leur a grave ouvert des portes. Donc, ouais, c'est hyper important de garder ce lien, en vrai, je pense. Ouais. Je pense que t'as pas le même rapport aussi à la reconnaissance, parce que dans le rap, ça se fait aussi d'avoir un mentor qui trouve la pépite et qui la sort. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus une fois que tu vas percer, on va te demander des comptes, à juste titre ou pas d'ailleurs, mais genre on va te demander des comptes et d'être loyal, etc. On a tous le même nom en tête. Je pense quand à un je dis rappeur ça. de Boulogne Ah ou... oui, par exemple. Et avec tout le respect, bien sûr. Je vois. Mais alors que dans la musique électronique, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins ça. En tout cas, dans notre niche, des fois, tu as un gros blast qui va sortir un plus petit qu'il a trouvé, mais le mec, il fait quand même des collabs avec tout le monde et tout, et il travaille pas qu'avec eux. Par exemple, supposons tu prends par exemple Booba avec Husky ou avec SDM, et tu prends Inter avec Silva Bumpa. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes proportions en termes de stream et en termes de popularité, donc faut prendre des pincettes. Mais genre, tu vois, l'après, je pense qu'il se passe pas de la même manière. Et je pense que, par exemple, Bumpa, il fait des collabs avec legit tout le monde, vraiment tout le monde. Et il est chapeauté par ATW et Inter, mais tu le ressens pas non plus que ça. Là où le 9 de I, bah, ça a toujours été en mode, c'est team 9 de I. Quand tu pars, t'es l'ennemi, tu vois. Mais même s'il dit l'inverse, mais en vrai, c'est la réalité. Ouais, dans 2-3 mois, on se revoit ici et on voit qui l'a clashé. Ouais, déjà avec SDM, apparemment, ils sont en embrouille, de ce que j'ai pu Déjà voir. Ouais. Bah, il joue plus ses couplets sur Dolce C'est Camara. vrai qu'à et la compagnie, défense, il donc a je pas pense joué. qu'il doit y avoir un petit problème. Mais après, voilà, c'est pas pour comparer, mais je trouve qu'il y a un rapport peut-être à la redevance et à la loyauté qui est différente. Différente, ouais. Est-ce que tu penses que c'est les codes du rap de la rue qui font que c'est plus compliqué quand tu sors du 9 de I de travailler avec telle ou telle personne? De s'émanciper un peu. Ouais, carrément, je pense que ouais. Et puis même, on va pas se mentir, le business du rap, en tout cas jusque-là, c'est gigantissime. C'est pas les mêmes, comme j'ai dit, c'est pas les mêmes scores, c'est pas les mêmes sommes d'argent non plus.
Donc évidemment que derrière, ça crée aussi, quand t'es au 9 de I, que tu dois faire un feat avec quelqu'un, forcément qu'il y a une réflexion derrière de est-ce que c'est bien que tu ailles feat avec lui, est-ce que machin truc, ce qu'il y a aussi dans la musique électronique, mais je pense que c'est plus en mode bah vas-y, expérimente, va faire avec des gens, va être présent. Peut-être que quand tu es dans le rap et dans un crew. Bon, après, là, en vrai, on parle que du 9 de I, il n'y a pas que le 9 de I, tu vois. En vrai, il y a plein d'autres crews où genre il n'y a aucun problème et c'est ok de ouf. Mais je pense que oui, ça vient des codes, ça vient du business, ça vient de l'argent. Et bah, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Après, le rap, ça a toujours été un peu comme ça. Hein. Tu prends aux States, c'est grave comme ça, par exemple. Booba, il fait ça parce qu'il s'inspire grave des États-Unis. Et de 50 Cent, notamment. Par exemple. Du gangsta rap, de ce qui se faisait. Ouais, ou genre, si t'es allé voir ailleurs où tu voulais plus faire partie du crew, c'était compliqué, quoi. Ouais. À l'ancienne. Donc, ouais, je pense que ça vient de là. Pour prendre complètement à contre-pied de ce qu'il vient de dire, pour travailler un peu ce sujet, j'ai revu le reportage de DJ Mehdi. Est-ce que vous pensez que ça a été une grosse inspiration de ce qui se fait maintenant? Quand lui, dans les années 90, il arrive quand même déjà à lier rap, donc rap de rue avec Ideal J et 113, avec l'électro? Bah, étrangement, j'ai pas le ressenti que ça a été, jusqu'au documentaire, que ça a été une inspiration pour beaucoup de gens sur ce point de vue-là. Ouais. Alors que bah, c'est juste le pionnier de tout ça. C'est lui qui a lancé tout ça. C'est celui qui l'a le mieux fait avec les moyens de l'époque. En plus, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de le faire qu'à l'époque. Donc, je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est lui qui a fait le premier pont entre rap et électro, même si il l'a créé, puis c'est peut-être un peu cassé rapidement, j'ai envie de dire. Mais est-ce que c'est le premier à avoir essayé de faire la liaison entre les deux courants musicaux? Le premier, je pense que oui. Enfin, en tout cas, à ce niveau-là de popularité et de niveau surtout, carrément. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai pas de nom qui me viennent en tête. Je sais pas Pareil, si. j'ai pas de nom non plus. Donc, Après, sûrement qu'il y a dû avoir des pionniers, peut-être même avant DJ Mehdi, ça c'est sûr et certain. Mais ce qu'il a le mieux fait à ce niveau-là, ouais, je pense que c'est Mehdi tous les jours. Surtout, puis à cette époque-là, c'était tellement ancré en plus les milieux sociaux, etc., que lui, il a grave créé des passerelles qui étaient encore plus dures, peut-être des ponts encore plus durs à abattre qu'aujourd'hui. Tu mets Bangalter avec le 113, enfin c'est incroyable. C'est deux mondes différents, tu vois. C'est incroyable quand même. Ce qu'il arrive à faire. Et même, tu vois, dans le reportage, ils disent quand ils nous le ramènent, on était en mode c'est lui le Daft Punk, tu vois. Bah, ouais. Et du coup, t'as grave ce choc-là, et au final, ça a donné des classiques de chez classiques. Et lui, il est peut-être dans sa personne, c'était aussi la bonne personne pour créer le pont entre qui pouvait s'entendre aussi bien avec des mecs de Versailles que des mecs de Vitry. De Vitry. Ouais. Et toi, ça a été des inspirations, 113, Macha Free Ouais, carrément, ouais, évidemment. Genre, toute cette vibe-là, de toute façon, en vrai, à cette époque-là, les deux marchaient très très bien. Enfin, le rap de 113 et Mafia Free marchait un peu avant quand même, toute la vibe French Touch qui a explosé. Mais genre, ouais, évidemment, ça a été une inspiration. Mais moi, le premier, je savais ce qu'avait fait DJ Mehdi, je respectais, mais avoir les insights du documentaire, ça m'a grave aussi inspiré sur plein d'autres trucs que j'avais pas forcément capté, parce que c'était pas ma génération de ouf non plus, quoi. Donc ça dépend de l'âge que t'as aussi. Je pense que avant le documentaire, il y en avait peut-être plein aussi qui savaient juste pas ce qu'avait fait ou même qui était DJ Mehdi. Qui connaissaient 113, Mafia, mais sans connaître parce que dans le rap, t'as grave ce truc-là de partager l'histoire et que c'est hyper important. Dans la musique électronique aussi, mais de partager ce mec qui a mélangé les deux, bizarrement, peut-être un peu moins. Et vous trouvez que les producteurs sont pas assez mis en avant? Maintenant, si, tu vois, aujourd'hui, il y a une mise en avant. Je fais encore référence à Pretty Doll Corps, mais tu vois, il cite à longueur de son Néo Front qui a fait les prods. Puis il est même sur l'album. Ouais, voilà. Enfin, et aujourd'hui, c'est quand même vraiment mis en avant. À l'époque, c'est sûr que, tu vois, quand j'écoutais du Booba, je me demandais jamais qui avait fait la prod. Bah, ça, c'est très américain aussi. Hein. C'est aussi qui ont amené cette lumière-là sur les producteurs. Ouais, quand Métro il produit un album et que c'est un album Métro et qu'il y a plein d'artistes. Parce qu'à l'ancienne, t'avais Zaytoven, t'avais Timbaland, Dr. Dre, qui étaient très connus, mais c'était les plus gros. Après, les petits qui produisaient 99% des autres sons, personne
On n'avait rien à foutre de savoir qui avait produit la prod. Et puis Dre, pour être connu, il a quand même dû rapper un petit peu. Oui, bien sûr. Oui, aussi, oui, bien sûr. J'adore Dre, hein, mais c'était peut-être pas le meilleur rappeur. Non, ouais, il est pas connu le plus pour ça, on va dire. Mais ouais, je pense que c'est toute la vibe métro, Internet Money, etc., enfin, surtout métro en vrai, qui ont mis en avant les producteurs en mode, moi aussi, moi je suis en collab, je suis pas juste dans l'ombre et je prends mes points et c'est tout. Genre, c'est Metro Boomin et 21, c'est Metro Boomin et Young Thug, Metro Boomin et Travis Scott. C'est la mixtape de Metro Boomin. Ça, c'est stylé. Et, et je pense que ça a ouvert les yeux sur, même pas que dans le rap, en vrai, dans tout. Hein. Parce que même dans la pop, par exemple, tu connais très rarement ceux qui produisent, alors que c'est toujours les mêmes et que c'est des cracks de malades mentales. Mais après, est-ce que c'est pas leur volonté à eux aussi de rester dans l'ombre ? Je sais pas, tu vois. C'est ça la différence. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème, non. Je pense que tout le monde s'intéresse à qui a fait la prod. C'est vrai que moi, maintenant, je regarde qui a produit tel ou tel son. Ça, c'est trop bien. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ce qui se fait là récemment, j'ai découvert une je sais pas si je pourrais la qualifier de rappeuse, mais Zoné. Ça dépend des sons, en vrai. C'est vrai que des fois, ça dépend des sons. Et en fait, il y a un son que je kiffe, je regarde, et c'est Campo qui a produit le son, et je me dis, waouh, c'est Campo réel à la prod. Mais Campo, il est grave sur ça depuis longtemps. Hein. En vrai, faut mettre du respect sur son nom pour ça aussi. Il produit pour beaucoup de gens avec cette musique un peu alternative depuis très longtemps, et il est grave précurseur sur ça aussi. Hein. Donc, ça m'étonne pas. Et là, le futur un peu de la musique en France, vous pensez que ça va dans quelle direction C'est compliqué. Alors, franchement, j'ai eu la discussion il y a 2 jours. Donc, moi, je m'étais arrêté sur... je pense que dans notre milieu électronique, ce qui va s'en suivre, ça va être avec énormément de rap, parce que je pense que la grime va prendre un vrai devant sur la scène bass music. La dubstep aussi. Je la vois très bien se placer, honnêtement. Cette année. Ouais. Et peut-être qu'enfin les bandeurs de Bailey Funk et tout vont s'arrêter et respecter les sons. Donc on espère que s'ils divaguent vers autre chose, ils respecteront la grime et la dubstep comme ça se doit. Mais je pense que ça va partir là-dedans. Après, il faut arrêter les trends de musique, ça serait génial. Et voilà. Je pense qu'il faut arrêter de produire pour les réseaux. Non, mais juste s'accaparer des cultures. Là, la Bailey Funk, c'était catastrophique. C'était catastrophique que tout le monde en plaçait dans ses sets sans rien connaître de la culture. Quand il se passe des choses horribles dans ces pays, comme il se passe actuellement, personne ne vient en parler. Il y a des gros soucis là-dessus de s'accaparer des cultures qu'on ne connaît pas. Et grosse problématique, mais ça vient avec les trends. Vu que c'est cyclique, tu sais, ça doit vite se prendre, vite sortir. Et c'est un peu le souci de consommation. Mais du coup, oui, moi, ce que je vois, c'est plus de break, moins de 4-4 en France, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Parce que je pense que le public français, le break, c'est pas encore très développé. Ou c'est pas très capté. Ah ouais. Hein. Et il y a grave un truc à faire, c'est sûr. Mais ouais, je suis grave d'accord. Je pense que tout ce qui est... Après, grime, en vrai... Juste le fait de déjà avoir MC sur des prods dubstep, grime, je pense que ça va arriver partout, chez les anglophones. Après, comment les rappeurs français, MC français vont s'adapter, producteurs aussi. Ouais. Est-ce que ça va être comme la drill et ça va juste reproduire des schémas rythmiques et garder la même chose, mais sur juste des codes qu'on ne maîtrise pas forcément, ou comme sur la two-step par exemple. Ou comme sur la Jersey. Ou comme sur la Jersey par exemple. Ou est-ce que ça va vraiment s'intéresser et comprendre c'est quoi les roots de ça et l'appliquer avec ce qu'on sait très bien faire en France, donc le rap, parce qu'on est quand même le deuxième rap mondial, faut même pas l'oublier, après les States. On l'était en tout cas, je sais pas si c'est toujours vrai. Ouais, non, je crois que c'est toujours comme ça. Enfin, en termes d'écoute en tout cas. Donc en fait, on a la culture, faut juste peut-être respecter plus cette culture-là et moins être dans la trend, la recherche du profit. Ça, je te rejoins là-dessus. Ou au moins prendre le temps déjà de s'intéresser à ce que tu fais, savoir d'où ça vient. Quoi. Parce que le souci, c'est que quand une trend musicale dure 2 mois, au final, il n'y a personne qui s'intéresse vraiment aux artistes qu'il y a derrière. Et du coup, là, c'est vraiment ce que je parlais de la Bailey Funk. Au final, tu vois, à Berlin, ça a commencé à se jouer, de la latine-core, des trucs comme ça. Et tout le monde a commencé à en produire, mais personne n'a jamais invité les gens qui produisaient ça. Donc il y a un espèce de pillage colon bizarre qui s'est fait. C'est pour ça, les trends dans la musique, c'est super violent pour certaines personnes, en fait, on s'en rend pas compte. Puis même toute la trend, par exemple, des boiler rooms et de la caméra en POV, du DJ qui marche très très bien sur les réseaux sociaux, et je suis le premier à le faire.
aussi, il y en a plein qui pètent avec un son qui n'est pas qui n'est pas le leur. Ouais. Et on leur attache ce son, alors que le producteur, personne ne va vraiment capter qui c'est, alors que le producteur ou la productrice, alors que c'est eux qui méritent aussi ce buzz. Et derrière, il y a des trends qui vont découler de ce son-là, alors que personne donne de la lumière à celui qui l'a créé à la base, celui ou celle qui l'a créé. Et ouais, je suis d'accord, je pense que là, on a de quoi s'améliorer. Mais c'est pas que français, pour le coup. Ah oui, c'est non, mondial. non, pas du tout. Hein. Ouais, justement, t'as des artistes qui font en sorte de mettre un peu en avant ces petits producteurs. Parce que je sais que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller, je sais pas, à des sets et tout, d'entendre un son, et après, mais de péter un câble sur TikTok en mode, mais qui a fait ça? Parce que je sais que c'est pas la personne qui mixait qui l'a produit, mais impossible de le trouver. Et pendant des 3-4 jours, t'as tout Internet, entre guillemets, qui fouille partout sur SoundCloud pour essayer de trouver le producteur. Et je pense par exemple à Saint-Ludo. Elle, ce qu'elle fait, c'est que toutes les semaines, elle reçoit plein de sons. C'est la bosse. Hein. De ouf. Elle reçoit plein de sons dans sa boîte mail. Et après, juste sur TikTok, elle fait une petite compile de 3-4 sons qu'elle a le plus kiffé avec du coup le nom des personnes. Et en vrai, c'est archi cool parce que t'as tellement d'artistes qui font des trucs de malades, mais qui sont genre inconnus. Et juste, tu vas les avoir en aléatoire sur SoundCloud un soir à 3h du matin. Et tu vas te prendre une claque et tu vois que le mec, il est pas du tout connu. Genre. Ah ouais, non, mais SoundCloud, pour moi, c'est les meilleurs là-dessus. Ouais. C'est que des fois, tu Clairement. tombes sur des sons à 200 écoutes et t'es en mode, mais c'est une bastos de fou. Ouais. Pourquoi cette personne n'est pas connue? Mais oui, je pense que même il y en a plein des fois qui jouent. Parce que dans les mails, il y a beaucoup de release qui tombent, que t'envoies au DJ et tout. Il y en a plein qui les jouent. Et si le son, on va dire, ils l'aiment bien eux, mais qui traînent pas, ils vont pas forcément aller exploiter plus que ça ton profil, alors que ça se trouve, ils ont grave kiffé ton son. Mais bon, ça après, derrière, c'est aussi le business qui veut ça, est-ce que t'es bankable ou pas évidemment, tu vois. Mais ouais, déjà respecter, mettre la lumière sur ceux qui créent les choses à la base, genre à l'origine, je pense que c'est la bonne démarche. Je pense. C'est pour ça que nous, avec la UK Garage, faut pas oublier que c'est... Ah Les mettre dans le domaine, c'est quand même nos collègues britanniques outre-Manche. Il faut pas oublier que ça vient de là-bas. C'est pas pour ça qu'il faut pas se l'approprier. Mais vraiment du respect sur eux quand même. Oui, c'est pour ça que, pour le coup, je trouve que ça s'est fait de la bonne manière avec cette scène, par exemple. On garde les cultures dub et tout aussi jamaïcaines. En vrai, c'est bien respecté, je trouve. Ouais, je trouve là-dessus, c'est sain, quoi. Après, c'est que c'est pas encore ultra mainstream, donc... C'est pour ça. Là où de la bail les funk, ça a explosé. Ouais. Avec des edits TikTok, donc c'est rapide et tout. Mais ouais. Et ben voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour l'invite. Avant de conclure, Ncho, est-ce que tu as des actus à venir? Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre partout, sur mon Insta, _Ncho, ou mon SoundCloud. De toute façon, tout est sur mon Insta en vrai. Là, les actualités à venir, ça bosse au stud, donc il n'y a pas de sortie de prévu, mais je peux te dire qu'il y a du son qui arrive, ça c'est sûr. Des gros projets qui arrivent. On bosse sur la Shot Up 2 aussi, ça devrait arriver un de ces 4. Et puis là, je vais à Berlin dans 3 jours avec Durvi, ça va être trop la frappe. Je vais à Montpellier chez les collègues du coup, ça va être trop bien aussi. Le Rex à Toulouse aussi. Donc là, ça va être pas mal actif en novembre. Et voilà, en vrai, franchement, je m'éclate, c'est trop bien. Donc j'ai trop hâte de sortir les sons et les nouveaux remixes, du coup. J'attends des sons rap à remixer. On a hâte d'écouter ça, ouais. Donc voilà, principalement ça. Ok, super, merci beaucoup d'avoir été là. Je crois que tu dois malheureusement nous quitter. Ouais, j'ai un truc de prévu après. Y a mais pas je de serais bien souci. resté avec plaisir, mais je vais devoir bouger. Mais merci pour l'invitation, pour avoir parlé de ça et de me donner le crédit de pouvoir parler de ça. Je sais pas si je suis le mieux placé pour ça, mais j'essaye de partager au maximum ce que je sais. Franchement, tu nous as régalé. Merci à toi d'être venu pour cette première. Parce qu'on rappelle que tu étais aussi à la première soirée Lumia en septembre 2024. Full donc, support Lumia. donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir là. Ça fait plaisir de voir comment ça se développe et comment les formats divergent et deviennent de plus en plus qualitatifs. Et on va à fond derrière Lumia comme toujours. Donc, merci pour l'invitation et pour la force que vous donnez aussi, accessoirement. Ça fait plaisir, merci à toi en tout cas. Merci à vous. On va donc enchaîner avec notre autre sujet du jour qui nous tenait à cœur et qui peut parfois faire polémique, c'est l'engagement des artistes au global. Collègue, toi qui parles beaucoup d'engagement sur ta page et qui étudie les liens entre musique et politique, on voulait t'inviter justement pour discuter de ces sujets-là. Comme tout à l'heure avec Unshow, pour bien lancer la rubrique, je t'ai préparé une vingtaine de questions. Je te les pose, tu me réponds vrai, faux. C'est bon pour toi? C'est bon. Nickel. S'engager politiquement, c'est le meilleur moyen de se griller dans l'industrie musicale française. Vrai.
La musique électronique, par son absence de parole, est incapable de porter un message politique fort. Ah, faux. L'engagement politique, c'est devenu une stratégie marketing. Pour beaucoup, oui. Un artiste qui a du succès commercial n'est plus légitime pour parler au nom du peuple. Ah ouais, mais c'est cas compliqué, ça, parce qu'il y en a qui sont mainstream et qui gèrent très bien, et il y en a qui sont mainstream et qui vendent leur âme. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être en haut et de pas vendre son âme. Donc je tendrai plus vers le faux, mais le vrai existe. Un DJ engagé qui critique le système tout en jouant pour Boiler Room, par exemple, perd en crédibilité. Ouais. Le public attend des artistes qu'il ait une opinion sur tout. Alors oui, le public attend ça en vrai. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que non. Aujourd'hui, le système, donc les médias, les marques, attend tellement des artistes qu'ils parlent politique que le seul moyen de vraiment les déranger, c'est de pas du tout parler de politique. Faux de zinzin. Est-ce que le vrai luxe d'un artiste aujourd'hui, c'est de pouvoir parler sans filtre? Ah ouais, c'est quelque chose qui est tellement recherché. La majorité des artistes s'engagent quand c'est tendance, pas quand c'est nécessaire. Ouais, la Palestine, ça fait 60 ans, ça fait pas 2 ans. Un artiste n'a de crédibilité politique que si son mode de vie est cohérent avec son message. Non. Engels, c'était un gros bourgeois, c'est lui qui a inventé les fondements du communisme, je l'en veux pas pour autant, tu vois. Ne pas se positionner, c'est déjà se positionner. Non, ne pas se positionner, c'est laisser l'État décider à ta place et les pouvoirs dominants décider. Les artistes français ont historiquement beaucoup plus peur de s'engager que les artistes anglo-saxons. Ça dépend aussi de ouf, quoi. Ça dépend, parce qu'on a des artistes français, c'est ça, on a de la Gabber, où c'est ultra vénère, où ça va dénoncer de zinzin. Et en artiste anglais, malheureusement, j'ai pas... Tu vois, la communauté dénonce par elle-même, de par les sound systems ou les trucs comme ça, les trucs free. Mais des gros artistes anglais qui sont engagés, j'ai pas trop les refs, là, j'avoue. Donc moi, je dirais non, mais... S'engager à gauche est socialement plus accepté dans le milieu culturel français que s'engager à droite. Mais de toute façon, tu fais de la culture à droite, je comprends pas le principe. Genre, sauf si tu veux t'enlever toutes tes subventions. Après, il y a quand même... C'est super compliqué aussi. Moi, je comprends pas le principe de vouloir couper toutes les subventions. Là, par exemple, des programmes de droite qui, en 2027, veulent enlever l'intermittence du spectacle ou des choses comme ça. Enfin, tu tues la culture avec des programmes de droite. Mais il faut pas non plus tomber dans un clivage droite-gauche un peu trop facile sur la culture. Même la gauche a des gros soucis sur la culture. Hein. L'engagement opportuniste est pire que le silence. Ouais, en vrai, c'est pire d'être invendu. Ouais. Le rôle de l'artiste est de divertir, pas de faire de la politique. Ah, faux. Picasso, ça m'a jamais diverti. Pourtant, ça dénonçait bien des choses. Guernica, ça dénonce... Je prends le pire exemple. Picasso, c'est un enculé. Mais... Les artistes indépendants sont par nature plus engagés que les artistes signés en major. Bah oui, parce qu'ils ont fait le choix de l'indépendance quand même. C'est un choix à faire, l'indépendance. Enfin, il y en a qui font pas ça par choix, mais il y a une envie d'être indépendant. Il y a des gens qui étaient signés chez des majors et qui voient que ça les bridait et qui sont redevenus indés. Skrillex. Les festivals de musique devraient être des zones neutres sans politique. Faux. Le public réclame de l'engagement, mais consomme de la musique apolitique. Oh, la gamberge. Le public réclame de l'engagement. Alors oui, mais encore une fois, ça dépend quel type de public, ça dépend du coup quel type de musique. Et est-ce qu'ils consomment de la musique apolitique Très lisse, peut-être. Bah ouais, parce que c'est uniformisé, logiquement, mais ça veut pas dire que tu consommes telle chose. Tu vois, des fois, je regarde le JT de France 2, c'est super neutre, ça veut pas dire que je suis apolitique pour autant. C'est parce que tu consommes qui va te définir. Il y a des gens qui sont souvent, comment on dit, on crée du contenu, voilà. Du contenu pour un contenant, mais on n'est pas que des contenants, et c'est pas le contenu qu'on absorbe qui va faire la personne qu'on est aussi derrière. Okay. Et pour finir, collègues, les artistes doivent forcément représenter une cause. Je sais pas, si tu vis en tant qu'artiste, pour moi, il y a un truc, quoi. T'es quand même... tu vis de l'art, c'est un peu spé quand même comme vie. T'es pas cadre dans une multinationale ou quoi que ce soit. Donc, par essence, normalement, t'es quand même censé représenter quelque chose.
au moins une sortie de système possible à travers la création, et non plus une création tangible. Donc pas de créer de la plus-value sur du tangible, sur des choses comme ça. Donc tu crées de la plus-value sur de l'art, c'est déjà une forme de sortie. Donc pour toi, c'est plus vrai? Ouais. Ok. Bah, merci d'avoir répondu à cette petite série de questions. J'espère que ça t'a plu. Oui. Tu as répondu vrai à la question sur l'engagement politique qui est devenu une stratégie marketing. Qu'est-ce que tu penses, sans blâmer évidemment, mais du coup des gens qui partent dans cette direction-là de faire le choix d'être engagés, mais en réalité juste dans la parole et dans le paraître, et pas dans l'essence même du truc, quoi. Ouais, bah, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus en vrai, mais il y en a une dernièrement qui vise sur tout ça, sur la communauté queer, où tout le monde se dit engagé aujourd'hui sur les queers, sur la communauté queer, parce que bah, ça fait partie de la création de nos musiques, la culture queer. Donc aujourd'hui, tout le monde se vend un peu, toutes les salles se vendent comme LGBT-friendly, tout ça. Mais au final, derrière, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas de système de care. Les videurs, c'est toujours les mêmes, qui sont violents. Et du coup, bah, y a des vrais soucis. On se dit tous engagés. Au final, on arrive à faire venir ces gens-là pour les faire payer 20 balles, juste pour se faire des tales. On arrive à les faire venir. Et derrière, on leur ment, quoi. On a juste brandé un truc avec marqué LGBT-friendly. Et c'est censé passer. Non, si tu t'engages dans une cause, il faut le faire concrètement. Je te dis pas d'aller militer tous les mercredis avec ton panneau, mais sois droit dans tes bottes, quoi. Oui, juste savoir pourquoi tu le fais, quoi. Ouais, tu sais pourquoi tu le fais, et fais-le jusqu'au bout, quoi. Parce que dire, bah voilà, mais en plus, ça invite c'est comme inviter des DJ femmes et les mettre à chaque fois en warm-up. C'est des trucs classiques, genre, on essaye de faire de la diversité, mais au final, on les met juste pour qu'on soit accepté dans le système et qu'on arrive à faire venir des gens. Pour toi, les clubs qui... parce qu'il y a certains clubs qui imposent sur les line-up un taux de femmes, est-ce que pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise solution? Alors le quota, moi j'ai toujours été pour. Okay. On est d'accord, ça fait bouger les lignes. En imposant les choses, ça fait bouger les lignes. Après, juste foutez-les pas tout le temps en warm-up, quoi. On essaye de mettre les gens en avant. Même les gens qu'on invite, je sais pas, on les met en avant. De base, c'est pour faire partager la musique, quoi. Là, j'ai la chance d'inviter Fouja la semaine prochaine à Montpellier. Et tu vois, on lui laisse tout le peak time, et juste pour elle, parce qu'on est en mode... Juste déjà parce que c'est notre guest, et en plus, voilà, quoi. On n'a pas envie de la mettre en arrière-plan. C'est trop bizarre de faire ça. Donc, ok pour les quotas, mais faites-le correctement, quoi. Mais surtout qu'elle, typiquement, elle est ultra forte. Mais c'est hallucinant. C'est énervé ce qu'elle fait. Et c'est vrai que parfois, tu peux avoir ce ressentiment de... ça ramène des femmes juste pour ramener des femmes et être en mode, c'est ok, on a fait notre part du taf, mais derrière, ça suit pas forcément, quoi. Et surtout, c'est super bizarre de faire semblant d'être safe, tu vois, pour qu'au final, ramener des personnes qui peuvent baisser un peu leur garde, et au final, il n'y a rien qui est fait derrière. Les videurs vont te recevoir comme de la merde, il n'y a pas de système de care, il n'y a rien qui est fait pour, quoi. Donc, on fait venir des gens qui sont déjà marginalisés pour qu'ils subissent les mêmes violences. Ça n'a pas de sens, non? Et puis, c'est quoi un peu ton avis sur la musique, disons, et l'engagement de manière générale? Est-ce que pour toi, la musique, c'est politique, la musique, c'est forcément lié à un engagement? Ou est-ce qu'on peut détacher ça et dire que non, c'est pas forcément parce que tu écoutes tel style de musique que tu dois être engagé sur tel et tel sujet? Alors moi, je relie quand même énormément la musique à la fête. Et je pense que dans la fête, c'est l'expression la plus pure des corps qu'on peut avoir. Et l'expression la plus pure de la communauté et de la société qu'on peut avoir, parce que c'est là où tous les rapports de force vont se jouer, que ce soit les rapports économiques avec des prix à l'entrée, que ce soit les rapports sociaux avec qui peut rentrer ou qui ne peut pas rentrer, encore une fois, avec les rapports culturels de « Ah bah tiens, j'ai découvert telle musique, je peux aller écouter telle musique ». Non, c'est pas parce que tu as Internet et que tu as accès à tout que tu as accès à la culture, franchement. C'est super dur d'avoir accès à la culture. Donc, en fait, c'est rempli de barrières comme ça, et si tu rentres dans ce monde, tu as quand même un esprit d'ouverture. Donc, tu vas contre ça. Donc, je sais pas, pour moi, c'est naturel de se dire, on va quand même contre des systèmes un peu de base. Et après, il y en a qui sont totalement à l'inverse et qui sont là juste pour l'image. Ça existe beaucoup même. Mais j'espère qu'on ne tombera pas plus là-dedans, quoi. Ouais. Et il y a quand même... Parce qu'au final, avec tous ces gens qui font semblant d'être politisés,
Tu vois, on force quand même un peu le clivage à bouger. On se dit, ah bah, tiens, je suis obligé d'être engagé là-dedans maintenant. Bon, c'est des connards, certes, mais au moins, ça bouge petit à petit, tu vois. Et un jour, ils seront engagés pour des vraies choses. J'ai cet espoir-là, en tout cas, mais un peu une avant-garde léniniste. Tu vois, non, mais ça fait un peu ce délire-là. Mais non, de réussir à faire bouger le clivage petit à petit. Et c'est à travers la musique que ça passe. Et oui, la fête est politique, donc la musique l'est par essence aussi. Et donc pour toi, l'engagement opportuniste, c'est pas si grave? Bah alors si, moi je trouve que c'est grave Oui. parce que c'est hypocrite. Mais Est-ce qu'à terme, ça ferait peut-être bouger les choses? Si tout le monde s'engage de manière opportuniste. Non, mais En fait, oui, parce que- je pose la question. de manière super optimiste, ouais, en vrai ça peut le faire. Mais tant que les gens n'y sont pas... En fait, il faut toujours 2 blocs dans tous les cas. Il faut un bloc qui est ultra engagé et un bloc de suiveurs. Et tant qu'on arrive à les faire décaler petit à petit, ouais, voilà, on se dit, tiens, on peut quand même tirer des choses. Parce qu'au final, s'ils sont avec nous à la fin, tant qu'à faire, ça nous sert, quoi. Tant qu'ils nous trahissent pas toutes les 2 secondes, moi, pas de souci, tu vois. Donc, non, c'est des hypocrites, mais vas-y, on en a besoin, quoi. Tout à l'heure, pendant le petit vrai-faux, sur ma question sur ne pas se positionner, c'est déjà prendre position, tu m'as dit que c'était faux, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux détailler là-dessus? Ça Alors, m'intéresse. ça me fait surtout un rapport, en fait, au pacifisme dans les sociétés, au pacifisme et du coup à la non-violence. Je pense que être pacifiste et être dans le silence, c'est un peu la même manière de choses, même si le pacifisme est déjà une manière de C'est lutter. déjà une manière de... Au final, hormis me citer Gandhi, et franchement c'est faux de dire ça, ça n'a jamais été un vrai truc. Je me suis permis de ramener Fanon dans le train et de me le relire avant de venir ici. La violence, et Ferris qui avait fait une vidéo là-dessus aussi, la non-violence, c'est la protection de l'État. Et du coup, le silence, c'est la protection des politiques qui sont en place. Si tout ce qui se passe, tu les regardes, tu dis rien, bah non, pour moi, ça ne marche pas. Ça marche pas. T'es en adéquation avec ce qui se passe si tu le dis pas. Après, je comprends, encore une fois, qu'il y a des rapports de force où tu peux pas franchement t'exprimer. Il y en a pour qui c'est super dur de s'exprimer. Je vois mal... moi, je viens de campagne un peu paumée, tu vois, où il y a quand même des idées très réac qui sont poussées. Faire la promotion des LGBT là-bas, promotion de la culture queer, je peux pas le faire. Ouais. Alors que je peux le faire quand je suis ici, tu vois. Donc, il y a des moments où le silence t'est imposé et du coup, t'as pas le droit de parler. Parce que des fois, ça va te pousser à la précarité. Ou ça va te pousser à être en marge des personnes avec qui tu es. Donc, un silence forcé, ça se comprend, mais par contre, quand tu peux t'exprimer, bah, fais-le. Genre, vraiment, fais-le. C'est la base pour être droit dans ses bottes. Il faut apporter une nuance quand même aux gens qui ne se positionnent pas. Ouais, parce qu'il y en a qui sont forcés de ne pas se positionner. Ouais. Moi, je vais jamais dire à des mecs qui ont... je sais pas quoi prendre comme référence, mais il y a des tas de personnes qui se retrouvent face à des choses beaucoup plus grandes qu'elles et qui peuvent pas s'exprimer sur ces sujets. Parce que bah, c'est soit un danger de vie ou de mort, soit juste un danger de mort sociale, qui est déjà assez compliqué à vivre. Honnêtement. Et pour ramener ça aux artistes, est-ce que tu penses qu'il y en a certains qui ne se positionnent pas, parce que comme on le disait tout à l'heure, ils ont peur de se griller peut-être dans l'industrie? Bah ouais, de ouf. Et c'est quoi ton regard par rapport à ça? Est-ce que pour toi c'est légitime de leur part, ou alors ils ont un canal de diffusion, ils devraient s'en servir? Moi j'encouragerais toujours le canal de diffusion et de s'en servir, mais encore une fois, comme dans mon cas, où moi là je suis en train d'essayer de sortir du salariat, ça me fait pas plaisir de me lever tous les jours à 5 heures pour aller sur le chantier, et je me dis, bah tiens, il y a un moment j'essayerai de sortir des thunes en venant de là. Et j'ai peur d'arriver ce jour-là et de me dire, ah bah tiens, j'aurais pas le droit de m'exprimer sur ce sujet parce que je dois réussir à payer le loyer à la fin du mois. Il y a des gens qui ont peur de la précarité. Et c'est le capital qui nous regarde droit dans les yeux et qui nous impose 2 choses. Soit tu suis mes règles, soit je t'impose la précarité. Donc, il y a des gens qui s'exprimeront pas parce qu'ils ont des galères. Ok, bah ça existe, ouais. Et ceux qui le font même quand ils sont en galère, c'est super courageux de votre part. C'est vous qui faites bouger les choses, on est d'accord. Mais on peut comprendre aussi ceux qui sont vraiment dans la merde, quoi. Et tu penses qu'un artiste mainstream, il est dans la merde? Non, pas le mainstream. Le mainstream, voilà, il y a un moment, il faut se bouger. Non, mais ça, c'est évident, oui, c'est pour ça que je fais la nuance, mais pour des personnes bien plus petites. Un mec qui a déjà 1 million sur son compte, voilà, il peut peut-être s'exprimer s'il se sent... Il se sent peut-être plus légitime de parler au nom des classes sociales des Bon, ça, encore une fois, tous les universitaires et tout, la plupart du temps, c'est des bourgeois, ça n'empêche pas qu'ils parlent, tu vois, on n'a jamais remis ça en question. Je vois pas pourquoi. Ouais, bien sûr,
J'essaye pas de me mettre à leur place, j'ai pas un Ouais. million sur mon compte, pas encore. mais On espère. mais j'essaye de comprendre ce qui fait que sur certains sujets, ouais, ils s'expriment pas du tout, en fait. Bah, je pense qu'il y a une grosse pression des majors. De toute façon, il y a une pression qui est mise derrière pour pas faire bouger les choses dans tous les cas. Est-ce que tu penses que nous, le public, on attend peut-être un peu beaucoup aussi d'artistes Ah non, je trouve qu'on n'attend rien du tout, au contraire. Hein. Sincèrement, il y a un mec qui se positionne pour la Palestine en mode c'est le défenseur des droits de l'année. Non, il faut aller un peu plus loin, quoi. Les gars, il faut rentrer dedans. Mais tu trouves pas que ça, justement, c'est un petit peu en train de changer, que même si ça arrive tardivement, que le public a maintenant un petit peu plus d'attentes qu'avant quant à l'engagement des artistes, notamment par oui. rapport à ce qui s'est passé avec Boiler Room, Oui. où tu disais que les artistes qui s'engagent d'un côté mais qui continuent à jouer pour ces structures perdent en crédibilité. Est-ce que tu penses que c'est quand même un truc qui se ressent aussi au niveau du public, ou tu te dis, tu te sens peut-être moins... Non, il y a eu un vrai truc. Le Boiler Room, il y a eu un vrai tournant quand même là-dessus. Honnêtement aussi sur le conflit en Palestine. Il y a eu quelque chose quand même qui s'est passé. Ouais. Où quand les gens... Parce que t'as quand même des gens qui allaient derrière dans les commentaires en mode « Ouais, t'as pas parlé tel et tel sujet. C'est même pas de pas Pourquoi parler, t'en mais parles pas, quand tu vois quelqu'un qui supporte le sionisme, tu commences à te remettre un peu en question. Tu commences à dire, tiens, est-ce que j'ai envie de supporter? Est-ce que j'ai envie de donner des moyens financiers à cette personne? Ouais. Et surtout des moyens de visibilité pour qu'elle puisse s'exprimer et exprimer ses points de vue génocidaires un peu douteux, quoi. Donc, ouais, il y a une remise en question, je suis d'accord. Le public, ouais, en vrai, oui, le public en attend plus. Mais on part de tellement loin que je trouve que c'est pas assez, mais oui, on est en train Ouais. d'évoluer. Je suis Et d'accord. surtout pour certains styles, je trouve que c'est un petit peu culotté, disons, de supporter certaines idées, alors que le style que tu joues va littéralement à l'encontre de tout ça. Je pense notamment à tout ce qui est techno, etc. Alors, la techno, on peut la laisser tranquille. À la limite, l'art techno, on peut commencer à la taille. Voilà, j'allais y venir. T'as quand même des gens qui se retrouvent à aller en soirée art tech, du coup, à revendiquer des idées d'extrême droite, finalement, et être en mode non, mais de toute façon, c'est un milieu qui est censé accepter tout le monde, donc on a notre place ici. Alors qu'à la base, c'est quand même un milieu qui, justement, est créé par des personnes qui sont totalement délaissées, entre guillemets, de la société et qui n'ont pas leur place, en vrai, pour s'exprimer. Et voilà, c'est encore autre chose, mais les free parties, donc, du coup, les soirées... comment on peut expliquer ça? Les teufs, en soi, les raves, je sais pas comment. Oui, les soirées un peu dans les champs, quoi, qu'on voit à la télé, sur TF1. Waouh. Ils sont venus danser sur les cendres d'un champ brûlé. Oui. Et qui, justement, aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est un mouvement qui vient quand même d'Angleterre à la base, les Free, si je ne me trompe pas. Je crois que avec c'est- Spiral Tribe, c'est Ouais. des Anglais. Ouais. C'est ça, et du coup, tu peux pas vraiment adhérer à ces genres musicaux sans forcément t'engager derrière. En plus, honnêtement, moi, je vais dire Tawa, je pense, la plupart du temps, en teuf, en Tawa, depuis très peu. J'aimais pas du tout. Au départ, je voulais pas y aller parce que je savais qu'il y avait un gros regroupement, quand même, de personnes d'extrême droite qui y allaient. C'est ça qui Ah t'a ouais bloqué de base? Bah ouais, ambiance bizarre, tu Ouais, vois. bien sûr. Alors que c'est pas du tout l'essence même. Alors que de base, tu te dis, c'est voilà des tchouls, c'est des mecs, c'est des babos de zinzin et tout. Pas du tout. C'est des espèces d'anarcho-capitalistes bizarres, la plupart. Et c'est en train de bouger. Par contre, tu vois, les gens sont en train de ramener à la source, en mode, on veut plus de vous dans les fêtes. Là, ça commence à tracter des vrais trucs à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est un village, hein, une teuf. Il y a tout un village qui se crée autour. Et du coup, tu as des tractations de choses et tout. Mais pareil, j'ai sorti ma première vidéo que je ressors sur TikTok où je parle de politique, je parle de art techno, tout ce que j'ai dans mes commentaires, je sais pas si on peut bien le dire à la caméra, au pire vos biprés, c'est des R ou des trucs comme ça, Oh, wow. tu vois. C'est Ok. ultra vénère. Genre des 88, que des trucs super vénères. Donc j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai posté sur Insta, il y avait rien. Mais TikTok a pris avec son incendant art techno, et le mélange de radicalisation rapide sur TikTok, il y a eu un truc super bizarre qui s'est passé. Et du coup, là, je l'ai pris en pleine tête, alors que je représente pas non plus une grande menace pour eux. Je sais pas. Mais surtout que c'est marrant parce que là, du coup, avec l'explosion de l'art techno sur TikTok, t'as vraiment ce truc. Et je pense que ça commence aussi un peu à... C'est peut-être moins le cas dans les autres styles musicaux,
mais tu as vraiment ce truc de les DJ sont devenus influenceurs, en fait. Et on ne te book pas forcément pour la qualité de tes sets, mais plutôt juste pour le public que tu vas ramener. Et en gros, t'as même des... Je sais pas si tu avais vu passer, t'as Paola Temple, qui est franchement une ancienne de la techno. C'est des sets de fou. De quoi ? Ah non, vas-y. Qui a décidé, elle, de se retirer. Elle a fait tout un communiqué sur Insta. Elle était en mode, en vrai, ça correspond plus aux valeurs de base. Moi, je me sens pas à l'aise de devoir être influenceuse pour faire mes sets et être bookée. C'est plus ce que c'était à la base. Je me retire. Et c'est marrant que du coup, tu aies ce rôle d'influenceur sans l'engagement qui est un peu le cas actuellement, quoi. Ouais, moi c'est toujours... on m'avait fait une réflexion pareille, on avait un petit talk à un festival, et je parlais, et on parlait de ça, il y avait un mec qui me disait, tu vois, depuis, quand t'as... Moi, dans mon cas, quand t'avais 100 followers et maintenant que t'en as 15 000, tu vois, c'est pas depuis que t'as 15 000 que t'es devenu meilleur. Mon niveau, il a évolué, je suis d'accord. Mais c'est pas mes abonnés qui ont fait que je suis devenu meilleur. Et pourtant, mes dates, ça a triplé, quoi, on va dire. Il y a beaucoup plus. Donc oui, ça c'est sûr que ça a changé, mais parce qu'on est dans une logique mercantile permanente. Comme on l'a dit tout à l'heure, réussir à rentabiliser une soirée, quelle galère. C'est impossible. Donc, si tu fais pas venir un mec qui réussit à te faire venir des gens, c'est la merde, un mec ou une meuf. Si tu fais pas venir quelqu'un, c'est la merde. Donc, soit t'es un collectif ultra respecté avec un curateur où tu sais que tu vas passer une soirée, n'importe quel artiste que tu fais venir, ça sera respecté parce que tu as un curateur qui est ultra quali. Soit tu fais venir des gens qui ont des abonnés. Honnêtement, ouais. Après, c'est vrai que d'un côté, on peut pas non plus trop en vouloir aussi aux orgas, parce que c'est sûr que tu t'investis tellement. En vrai, il faut que ça soit un minimum rentable. En vrai, que tu sois pas dans le négatif à la sortie de la soirée. Mais je pense que c'est plutôt le rôle des artistes, en vrai, qui est important là-dedans, de pas non plus se laisser avoir, entre guillemets, par tout ce mouvement-là et de juste remettre au centre que le plus important, c'est de faire de la bonne musique, en vrai, et pas juste d'être influenceur et de faire des TikTok. C'est sûr que c'est cool. En plus, ça ramène tellement de nouveaux publics. TikTok, ça te fait découvrir plein de sons et tout. C'est archi cool, mais je pense qu'il faut vraiment pas oublier l'essence même du truc, qui est quand même la musique. Mais c'est super dur. Moi, je reviens au même... En fait, c'est le même point que tout à l'heure. C'est t'acceptes en tant que collectif ou en tant que promoteur ou quoi que ce soit, t'acceptes la précarité, ou alors tu joues avec les règles du système et t'arrives à t'en sortir, quoi. Donc, on respecte de ouf ceux qui acceptent la précarité et qui nous font vivre des trucs géniaux, mais on peut pas tout le temps blâmer les autres aussi, malheureusement. Ouais. Donc ça reste compliqué maintenant de porter un message quand t'es un artiste. Je suis dans un cas particulier où moi, tout se base là-dessus, en fait. Je suis rentré dans la scène avec des messages politiques directs et j'ai un peu fondé mon truc là-dessus, on va dire. Et j'ai une chance presque un peu spéciale, c'est que on en arrive au point où les gens ont plus, tu vois, ce groupe de suiveurs a plus tendance facilement à rejoindre mon côté en mode vu qu'il a pas dit des conneries avant, tu vois, vu qu'il a dit des bons trucs avant, faudrait peut-être écouter ce qu'il dit maintenant, donc on se range de son côté. Donc j'ai un peu cette chance exceptionnelle de les gens se rangent derrière moi de manière un peu bizarre, mais on va dire que je prends pour l'instant. Ce dont on parlait tout à l'heure, un peu en off, c'est que tu me disais que tu essayes de pas non plus être trop extrême dans ton discours et que t'as envie que ton discours soit diffusé. Ouais, alors je suis... c'est ça, je suis radical dans la pensée, ça je le serai toujours. Mais en fait, faut arrêter d'être radical pour être radical. Encore une fois, il y a les performative males, mais alors les performatifs gauchistes, c'est passionnant aussi. C'est des gens qui veulent être radical pour être radical, sans comprendre tout ce qui se joue autour. Donc oui, le radical reste. Je fais la nuance parce que je vois tous les enjeux qui peuvent... j'essaye de voir en tout cas tous les enjeux qu'il peut y avoir autour. Et j'essaye d'amener une vulgarisation, parce que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment quand même, la vulgarisation. Une vulgarisation claire et qui parle aux gens pour qu'ils s'intéressent au sujet au moins jusqu'au bout, tu vois. Parce que moi, je me cache pas d'être marxiste à 100%. Et il y a quand même cette chose dans le marxisme qui est de faire découvrir les choses aux gens et de les amener vers ce courant de pensée. C'est un peu sectaire dit comme ça, mais ça l'est pas, en fait. Et du coup, c'est ça. Donc là, j'essaye que ça reste accessible, comme à l'époque, du coup, Marx avait pu écrire le manifeste du Parti communiste, de faire quelque chose de très accessible pour les ouvriers, pour qu'ils comprennent quelque chose, et que derrière, ça vienne déclencher une étincelle, peut-être. Et je me dis, tiens, peut-être que le discours que je porte sur Instagram, un jour, il amènera quelque chose. J'en suis
pas encore là, hein, mais je me dis que ça fait réfléchir les gens et c'est déjà un super début, quoi. Ça commence déjà quand même pas mal. T'es Ouais, quand même oui, pas c'est mal cool, suivi mais- et tout, c'est cool. Non, bien sûr. Ok. Et quel genre musical porte le mieux la contestation là actuellement? Oh, pff. Euh, C'est compliqué. Ah ouais, c'est super compliqué parce que je trouve que le En punk. France, je te parle. Ouais, Notamment. le punk il a perdu un peu. On sait que le rock, dans les années 80, il a longtemps porté la contestation. C'était vraiment le son de la rébellion. Alors qu'aujourd'hui, il semble quand même s'être pas mal lissé. Est-ce que c'est notre point de vue parce que d'autres courants ont pris les devants, ou alors est-ce qu'il s'est lissé parce qu'il s'est lissé, quoi? Bah, c'est que je vais pas te faire un exposé sur le rock, je suis pas du tout un Ouais, expert, pas de je t'avoue. Mais je pense que dans tous les cas, toutes les formes d'art musical se sont lissées, en tout cas les formes mainstream d'art musical se sont lissées pour répondre à des obligations mercantiles. Mais après, il reste des choses indées derrière. Donc oui, je pense que de toute façon, tout s'est lissé. Aujourd'hui, quel genre de musique reste contestataire? Je vais pas faire la promotion de la UK, mais en soi, c'est contestataire par essence. Encore une fois, parce que c'est en dehors de ce truc ultra mainstream ou quoi que ce soit. Mais sauf qu'il y en a des centaines de genres comme ça, tu vois. On bien connaît sûr. moins. À partir du moment où c'est pas mainstream, oui, c'est... Mais j'imagine que t'attends que je sorte un Non, genre pas du mainstream. tout. Je Non, sais non, pas trop. aucun, non. C'est intéressant ton point de vue. Mais un courant comme le rap, qu'il a été pas mal, là, il peut plus l'être, tu penses? Ah si, ça peut encore l'être. Avec d'autres revendications. Je suis d'accord que les revendications d'avant sont moins présentes, tristement, je sais pas pourquoi. Je n'ai pas étudié le sujet, j'avoue. Mais j'ai l'impression de faire la promotion de l'album. Mais Pretty Doll Corps, une fois de plus, arrive quand même avec des revendications dans le rap. Désolé, parler Et qu'on n'avait transsexualité. jamais vu, en plus. C'est ça qui... Ben oui, on parlait transsexualité, homosexualité chez des mecs, tu vois, qui se la jouent. Femto, c'est un mec qui se la joue quand même. Ouais, voilà. Parler de grooming surtout, un peu Dieu merci, quoi, c'est notre génération. Mais surtout que c'est hyper cru dans les paroles. Pour le coup, il n'y a aucune pincette qui est prise. Et c'est Ouais. littéralement tout l'enjeu de l'album. Mais en fait, d'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'il y ait quand même pas mal de gens qui aient découvert Femto et Petite Sœur avec cet album. Parce que déjà, je trouve que c'est un des plus lisses, entre guillemets, musicalement. Pas au niveau des paroles, mais quand tu écoutes les autres sons de Petite Sœur, c'est full glitché toutes les 3 secondes. Mais exactement, genre tu t'écoutes ça, en vrai, t'es pas du tout habitué. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'écoute? Et au final, à force d'écouter, tu commences un peu à te faire prendre par le truc. Mais je trouve que c'est un bon album, justement, pour toucher pas mal de gens, même s'ils vont peut-être pas adhérer au style musical, mais juste écouter, être en mode, ah ouais, putain, ils disent des trucs qu'on n'a pas forcément entendus avant. Et ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça marque un peu tout ce mouvement-là d'une autre manière. Et puis même, genre, tout le style en particulier, on n'est pas sur, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas sur des prods classiques. Non. Comme à l'époque, il y a des fois des trucs archi glitchés, électroniques, on ne sait pas trop où ça part, mais ça va quelque part en tout cas. Ouais. Et ça fonctionne, quoi. Mais de toute façon, quand on voit, au final, quand on voit que ça dérange, tu vois, si tu me demandes un truc qui clive en ce moment, là, voilà, cet album, ça a quand même... nous, peut-être dans notre entre-soi, tu vois, où on est un peu tous d'accord sur ces sujets, ok. Mon Dieu, ça a jasé quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Tous les transphobes, ils ont jasé même les stats, c'est une folie. J'ai jamais vu ça. Ça a explosé d'un coup. Ben oui, mais c'est très bien. Mais du coup, ouais, ça a fait parler et il y en a qui ont été contre. Et en fait, à partir du moment où il y a de la contestation, je pense que c'est déjà un bon moyen. Parce que ça fait parler. Bah ouais. Ouais, non, bien sûr, et ça fait réfléchir, en fait. Bah souvent, quand t'es pas du côté des fascistes, c'est que c'est pas mal. En général. Et d'ailleurs, pour revenir sur la musique électronique, tout à l'heure dans le vrai ou faux, on avait la question du coup sur la musique électronique, par son absence de parole, est incapable de porter un message politique fort. Tu as répondu que c'était faux. Donc pour toi, comment est-ce que cette musique électronique arrive à véhiculer ce message sans parole et juste avec du son, quoi? Bah alors, si on parle exclusivement de musique, moi je pense que ça peut juste transmettre des émotions, mais encore à la limite, ça peut transmettre des choses fortes. Je pense à la mentale. Mais sur vraiment, en tout cas, les messages politiques. Ouais. Mais du coup, c'est ça. Juste la sonorité, je suis d'accord pour que ça soit juste des émotions. Okay. Mais en fait, la musique électronique sans parole, elle arrive quand même à créer des espaces, les espaces de free party, encore une fois, où tu vas venir écouter de la mentale super profonde. J'ai un pote qui, dès qu'il écoute de la mentale, il est zinzin, tu vois. Il est en mode, j'ai envie de faire la révolution. Ça fait 15 heures qu'il écoute ça, il est comme un fou devant le caisson et ça lui monte à la tête, tu vois.
Donc ouais, c'est le fait de créer des espaces et de mettre cette musique qui fait que ça politise derrière. C'est pas juste la musique ou juste l'espace, c'est les deux qui viennent ensemble, quoi. Et il y a peut-être les artistes au milieu, du coup, non? Ou... Pour les artistes, ils sont derrière, personne les connaît, hein. Mais donc, tu penses pas que ce message politique, il vient des artistes et peut-être de leurs revendications? Tu penses que c'est vraiment juste le genre musical Bah, qui de fait toute façon, que... s'ils créent ça, c'est qu'il y a une idée derrière Oui. de créer ça. Donc, je pense que ça vient de leur revendication directe. Ouais. Ok. Typiquement avec la mentale, pour toi, genre, tu pars en free, t'écoutes ça va forcément déclencher un truc dans ton cerveau un peu révolutionnaire ou... Bah, après, ça dépend ou c'est avec vraiment les juste pensées de l'énergie, chacun, tu c'est vois. sûr. Mais l'énergie qui est créée sur ce moment-là, avec le lieu, avec cette musique, c'est particulier. Ouais. Ouais, ok. Et concernant aussi les festivals, tout à l'heure, on a dit que ça devrait pas être des zones neutres et donc apolitiques. Pour toi, est-ce qu'un festival doit forcément revendiquer une idée ou est-ce qu'on peut avoir un entre-deux où on est un peu lissé parce qu'on a plusieurs styles musicaux qui correspondent pas forcément aux mêmes revendications? Bah, revendiquer une idée, en gros, tu vois, sur l'affiche, moi, je trouve ça presque un peu bizarre Oui. au final. Bah, c'est performatif, quoi. Ouais, voilà, ça va être performatif à balle. Mais tu vois, aujourd'hui, bah, ça paraît quand même évident de se dire les personnes problématiques sont pas invitées sur scène. Bah, on met des systèmes de care en place. C'est ça, il y a des choses petit à petit qui se mettent en place. Et au final, c'est déjà être engagé politiquement. C'est souvent pas assez. Mais il n'y a pas de festival qui est neutre, honnêtement. Je vois pas à quel moment ça existe. C'est toujours influencé par la politique dans tous les cas. Il y en a qui le font mieux, il y en a qui le font moins bien, mais ça l'est toujours. Mais après, je trouve que ça s'est aussi vu pendant les législatives. T'avais Yardland au même moment et j'y suis allée. Et en fait, même si le festival, je sais plus s'ils avaient particulièrement communiqué là-dessus, mais t'avais des artistes qui prenaient le micro et qui étaient en mode allez vous faire foutre si vous votez extrême droite. Genre vraiment, vous avez pas votre place ici, c'est pas une safe place pour vous, vraiment barrez-vous. Et donc je pense qu'indirectement, t'as quand même des artistes qui prennent position là-dessus, même si le festival le fait pas forcément. Donc en vrai, t'as quand même cette sphère politique qui se crée malgré l'envie première du festival, disons. Ouais. À partir du moment où tu mets des choses en place pour limiter ce genre de paroles ou quoi que ce soit, tu vois, de dire, ça paraît évident, mais de dire pas de propos racistes ou sexistes, c'est déjà s'engager politiquement, tu vois. Et de réussir, alors après, si on va plus loin, de réussir à faire peur à ces gens-là, au final. Il y a la fameuse tradition, en teuf, si quelqu'un touche une meuf, on l'accroche à un arbre. C'est un peu punitiviste, c'est très radical pour le coup. Spécialement, c'est bon, chacun son truc à faire. Mais au moins, ça calme. Et tu vois, ça montre que ce lieu n'est pas fait pour les personnes qui vont agresser des gadgets, quoi. Ouais. Ça le montre très clairement. Donc, ça devient politique directement. Donc là, si tu montes sur scène, tu dis le prochain facho que je croise, je lui casse les dents, c'est politique. Il va pas rester là, le type. Oui, c'est sûr. Ou alors, il va fermer sa gueule et du coup, son message ne sera pas exporté. Et on parlait justement tout à l'heure des artistes, disons plus ou moins mainstream, qui prennent pas de position sur des sujets. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même les comprendre ou on doit forcément peut-être pas les blâmer, mais juste être un peu dans une situation inconfortable, disons, par rapport à leur positionnement, parce que ils ont peur de perdre des contrats, de ne plus être signés dans certains labels, de juste perdre des opportunités, malgré le fait qu'ils soient déjà, entre guillemets, au sommet? Alors, s'ils sont mainstream, moi, c'est le souci, c'est que c'est super compliqué et je pense que ça se fait quand même au cas par cas. Mais il y a quand même une grosse partie de... c'est dur à s'imaginer à prendre des cachets à 10 000 balles tous les vendredis et d'un coup d'avoir peur de s'exprimer, tu vois. C'est triste d'en venir à là, de se dire que l'argent te matrixe tellement la vie que tes propres idées, t'as pas le droit de les dire. Et en plus, on s'auto-censure nous-mêmes, parce que jamais il va y avoir un directeur de prod ou quoi que ce soit, souvent qui va venir te voir en mode c'est interdit de dire ça. C'est plus vicieux, tu vois, c'est plus insidieux en mode tu vas éviter de t'aventurer sur ce sujet, peut-être ne va pas à cet événement ou quoi que ce soit. Et petit à petit, on te bride et tu deviens une industrie plante un peu bête. Même si tu avais peut-être des revendications à la base. Aussi bien, t'es super militant et tout, et finalement, genre, le seul truc qui aurait pu faire que ton militantisme soit porté aux yeux de tout le monde et que tu deviennes une figure de proue pour des luttes, on te l'enlève. Parce que si tu ouvres ta gueule, on t'enlève toutes tes thunes. Donc c'est compliqué de ouf, ce sujet. Ouais.
Bah, c'est sûr. Et puis en vrai, c'est dommage parce que justement, si tu as ces grosses têtes qui décident de prendre position, de ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'elles pensent, bah, ceux qui sont en dessous auront forcément moins peur d'aller vers ces sujets-là. Mais je pense que c'est un truc qui s'est peut-être un peu perdu au fil des années. On espère que ça va revenir. De vraiment être revendicatif dans ce que tu fais, même si tu es en haut de tous les streams et que tu n'en as rien à foutre. En fait, juste, tu t'arrives, tu dis ce que tu penses. Si tu perds des contrats, bah, tu perds des contrats, mais tu en auras peut-être d'autres. Là, tu as vraiment cette peur constante, en vrai, d'un peu s'engager, parce que sinon, tu risques de voir un petit peu tout s'écrouler autour de toi. C'est de retourner vers des labels ou vers des promoteurs ou quoi que ce soit qui mettent ça en avant, tu vois. C'est ça qui fait vraiment bouger les choses. Parce qu'au final, en finançant ce genre de circuit, alors que des fois, il y en a qui sont blindés de thunes, en vrai, dans ces circuits, hein, mais qui mettent quand même des choses en avant. Il y a des festivals qui sont très engagés, je dis pas le contraire. C'est en mettant en avant peut-être ces personnes-là et en arrêtant d'aller vers des circuits où on te force quand même à être neutre, là, ça commencera à faire bouger les choses. Et des fois, c'est pas un peu marketing, l'engagement des festivals ou des artistes? Si, comme je t'ai dit, en vrai, il y a des festivals qui sont vraiment engagés, ça je le crois, et il y en a qui font comme les autres, qui sont des suiveurs. Il y a du greenwashing, il y a du pinkwashing, il y a toujours ce genre de trucs qui existent, qui sont étudiés, on le prouve au quotidien. Les festivals, je sais plus ce que c'était la stat, sur 1600 aux États-Unis, sur 1600 têtes d'affiche, il y avait genre 300 femmes qui étaient bookées. Mais vu qu'ils ont mis le nom, ou alors qu'ils ont fait un peu de com dessus, ils vont se dire qu'ils sont super égalitaires ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Tant qu'à la limite, ça apporte vraiment quelque chose, ça me va. Là, tu vois, d'être hypocrite jusqu'au bout, ça mène à rien. Ouais. Voilà. Et tu penses que c'est quoi, du coup, la solution en tant qu'artiste quand tu veux t'engager, mais que du coup, tu as peur des conséquences derrière? Comment est-ce que tu arrives à trouver, entre guillemets, un juste milieu entre les deux positions sans forcément griller ta carrière? Pour ça, pareil, de la même manière, il faut qu'ils aillent vers les personnes qui leur ressemblent, quoi. Tu vas vers les labels qui te ressemblent ou qui semblent avoir les mêmes valeurs que toi. Oui, c'est sûr que... Je sais pas, tu vas vers les choses qui te ressemblent, pour moi, ça fait du sens. Hein. Ouais. Mais tu penses que c'est possible, justement, d'évoluer et de taper dans des plus gros labels? Ah oui, non, c'est ça que je voulais dire, en effet. Tu fais bien de ça. De base, c'était ça que j'allais te répondre. L'indépendance financière, c'est super important pour rester indépendant dans sa manière de penser. Parce que si tu coupes le moyen de pression qu'a le capital, qui est la précarité, tu peux t'exprimer logiquement. Après, encore une fois, j'en fais partie. Le salariat, c'est pas ma passion. Et du coup, des fois, essayer de vivre de la musique, ça donne envie. Et du coup, c'est dans ce cas-là où c'est compliqué de s'exprimer. Donc l'indépendance, c'est ce qu'il y a de plus important pour rester indépendant au final. C'est ça qui fait peur. C'est que pour réussir, il faut vendre son âme la plupart du temps. C'est vrai que parfois, ça peut te fermer des portes de pas forcément collaborer avec certaines structures qui pourraient grave te faire gagner en visibilité ou quoi. C'est limite un handicap, quoi. Enfin, tu te retrouves peut-être bloqué, je pense, à certains paliers. Après, j'en sais rien, je suis pas artiste. Mais de ce que je vois, disons, d'un œil extérieur, je pense que ça te bloque à des moments. Et c'est compliqué de réussir à gravir un peu tous ces échelons, tout en restant engagé et en ne trahissant pas tes valeurs de base, quoi. C'est pareil, en fait, moi je suis dans ce cas-là où je suis pas encore assez haut, on va dire, pour que ça me porte tant préjudice que ça. Pour l'instant, j'ai aucune salle ou quoi que ce soit qui m'a dit « Ah non, lui on l'invite pas parce qu'il dit telle ou telle chose ». J'espère que ça m'arrivera jamais, en vrai, parce que ce sera super inquiétant. Et quand ça arrivera, j'irai le gueuler sur tous les toits, avec grand plaisir, tu vois. C'est pour ça qu'ils te disent oui. Ouais. Et je pense que, de toute façon, c'est ce que j'avais déjà évoqué. Soit on a une indépendance, soit il faut vraiment créer une communauté de DJ soudés, en fait. Il faut qu'on arrête d'être individualisé, même que les spectateurs se soudent et qu'on ait vraiment, je répète les mêmes phrases, mais qu'on ait un syndicat... Une espèce de syndicat. Voilà, qu'on ait un syndicat, une force d'opposition face au club et face aux promoteurs, pour faire tomber des fois certaines choses, quoi. On ne veut pas de cet artiste sur scène parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Ça dégage, tu vois. Derrière, on a une puissance de tant de milliers de personnes qui vont adhérer à notre idée. Voilà, il y a moyen de faire pression. Mais tout seul, il n'y a personne qui fera pression. Il n'y a personne qui peut faire tomber un festival tout seul. Ouais, c'est sûr. Ni un tourneur, ni un gros booker, ni une salle. Donc si on s'y met pas ensemble, de toute façon, c'est la base de tout mouvement social, c'est l'unité. Hein.
Donc on doit s'organiser. On est obligé d'être tous soudés pour avancer. Et comme tu dis, déjà que l'industrie musicale, en vrai, c'est assez compliqué. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses un peu sombres qui se passent en interne. Dès qu'il y a des échos, il ne faut pas forcément aller à l'encontre de tout ce qu'on voit et plutôt essayer de comprendre et essayer d'avancer dans une bonne direction. Parce que tu as des artistes qui se retrouvent, comme tu dis, bookés à des festivals ou quoi, et qui ont 20 000 accusations de viol derrière eux. Et au final, tu vois que parfois, ils arrivent à se faire enlever de la prog, juste par les commentaires des gens qui sont totalement indignés en mode comment est-ce que ça se fait que tel artiste est invité alors qu'il y a 20 000 témoignages, qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin, tant qu'il y a un flou, en vrai, c'est un peu compliqué, tu vois. Et même, parfois, tu as des choses qui sont genre tout bonnement avérées et ça continue. Je trouve quand même qu'on avance dans la bonne direction. On avance dans la bonne direction parce qu'on commence à avoir des choses ponctuelles. Maintenant, il faut arrêter que ce soit ponctuel et il faut que ce soit permanent. Qu'il y ait ces personnes qui sont indignées dans les commentaires, qui se regroupent et qui, toutes les semaines, à la limite, proposent soit des choses, tu vois, soit dénoncent des choses, mais que ce soit genre vraiment... tu vois, je sais plus ce que c'est le site, mais il y a le site L'Association, qui a un site qui montre quelle marque il faut boycotter à quel moment. Parce que, tu vois, ça va leur faire vraiment un impact réel à ce moment-là. Donc c'est super intéressant d'organiser le boycott, tu vois. Ouais. Et il faudrait de la même manière organiser les boycotts. Des sortes de raids, de raids revendicatifs. De dire, à ce moment-là, eux, j'ai eu l'info qu'ils étaient un peu dans la merde financièrement. Ouais. Si on arrive à les toucher à ce moment-là, tu vois, ils seront obligés de plier à nos exigences. Il faut un contre-pouvoir dans tous les cas. Il faut qu'on renverse les forces du pouvoir. Donc au final, ça se joue pas que avec les artistes, c'est vraiment juste une sorte d'unité générale qui doit se créer. Aussi bien avec les artistes, le public et les orgas. Ouais, ça se jouera jamais individuellement dans tous les cas. Ouais. Sauf si t'es un énorme DJ, tu vois, qui commence à refuser des dates et qui, sur des plateaux, vient dire jamais aller jouer là-bas, ce booker, c'est un enfoiré. Ouais. Tu vois, là, ça change les choses, mais ça arrivera jamais. Écoute, collègue, c'était super intéressant de t'avoir, déjà pour cette première et pour ce sujet qui nous tenait à cœur pour le premier talk show. Donc, merci à toi de nous avoir distillé pas mal d'informations. C'était super cool. Merci bien. Est-ce que pour conclure, tu as quelque chose à dire aux artistes qui nous écoutent ? Pour finir correctement, on peut finir par citer du coup petite sœur, changez le pattern, bande de sgeg. Voilà. Engagez-vous, faites les choses correctement, organisez-vous, faites de la musique. Où est-ce qu'on peut te retrouver et voir un petit peu tes actus ? Du coup, moi, sur Insta, c'est collègue avec 4-du-bas. Okay. C'est là où je parle énormément de politique. J'ai aussi un Discord qui se trouve sur Insta où on parle, où en fait, mes vidéos, je les produis avec beaucoup de témoignages. Donc, on va parler sur Discord d'abord de tous ces sujets-là. Plus on découvre des tracks, c'est un peu de tout. Bientôt sur YouTube avec des formats longs, de 20 à 30 minutes, qui vont arriver. Format plus documentaire, beaucoup plus construit. Et où je vais pouvoir étaler, parce que le Reels de 1 minute 30, ça me saoulait un peu comme format. Ouais. J'ai envie de blablater un peu plus longtemps, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc ouais, je veux partir sur des formats plus longs sur YouTube. Donc pareil, c'est collègue avec 4-du-bas. Et sur les dates, quoi. Retrouvez-moi sur les dates aussi. À Montpellier bientôt. À Montpellier, je fais la première partie de Vladimir Cauchemar début décembre. J'ai pas mal de dates qui... je joue avec Unshow dans 2 semaines. Quel invité. Gros big up Unshow. Gros big up Unshow. Et voilà, avec Fouja fin de semaine, que du beau monde finalement. Écoute, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Écoutez, c'était très sympa cette petite première émission ensemble. Merci beaucoup aux invités, donc collègue Unshow, qui nous a malheureusement quittés, et bien évidemment Evan, mon acolyte. Merci à toi. On se retrouve très bientôt pour la prochaine émission. Un grand merci encore une fois au Pop-Up du Label, qui nous a gentiment prêté leur lieu pour faire ce podcast. Ils sont dans le 12e à Paris, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font parce qu'ils ont une partie club où ils ont des soirées, des concerts avec du rap, de l'électro, de la house, de la pop, enfin un peu tout pour plaire à tout le monde finalement. D'ici là, on se retrouve sur Lumia, sur Instagram et sur toutes les plateformes finalement pour suivre notre contenu. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés et à très vite.